Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, nous voici de retour dans votre émission interactive de talk show avec nos invités. Faut qu'on en parle pour 2 heures de direct. Le 20e siècle a vu exploser la consommation des ménages. Au 21e, nous commençons à nous poser les questions sur ce mode de vie, la surconsommation peu respectueuse de l'environnement. Nous avons donc décidé de braquer les projecteurs pour cette émission sur le gaspillage alimentaire et la tendance du zéro déchet. Avec nos experts en plateau, nous allons donc vous expliquer comment réduire vos détritus et donc moins nourrir vos poubelles. Vous pouvez toujours réagir en direct sur nos réseaux sociaux avec le hashtag FQEP, mais aussi sur notre répondeur le 07 839 839 75 qui est disponible pour vous 24 heures sur 24. Et pour ne pas être seul, bien sûr, avec nos invités, je suis avec Mylène qui est toujours présente avec moi pour co-animer ce débat. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. 10 millions de tonnes, c'est le poids annuel du gaspillage alimentaire estimé chaque année en France. Un gâchis déconcertant qui a lieu à tous les étages. Production, consommation, transformation, distribution. Mais qu'entend-on exactement par gaspillage alimentaire ? Quels sont les enjeux de ce gâchis dont nous sommes tous victimes et responsables ? De nombreuses applications ont vu le jour pour sauver les invendus. D'autres vous livrent vos repas directement à la maison. Ces nouvelles tendances ont trouvé leur public. Économiser en gaspillant moins est devenu le mode de vie de certains. Comment à la maison jeter moins afin de protéger notre planète ? Comment lutter efficacement contre ce gaspillage ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Notre quantité de déchets a doublé en 40 ans. Dans nos poubelles, on retrouve des sacs en plastique, des gobelets jetables, des cotons-tiges. Nous surconsommons des produits à usage unique. Comment se rapprocher au mieux du zéro déchet ? Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons Clément Carreau qui est porte-parole de Phoenix, l'application pour sauver les invendus. Bonsoir Clément. Bonsoir. On a Xavier Corval qui est fondateur de Ecosphère. Bonsoir. Bonsoir à la région sud. On a aussi Odile Miribel qui est co-organisatrice du salon Anti-Gaspi. Bonsoir. Claire Pecino qui est présidente de la planète Zéro Déchet de Marseille. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Sébastien Bouliez qui est créateur du premier magasin 100% vrac du Var, le Bric à Vrac. Bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, on a Mathilde Bourges qui est journaliste gastronomique et créatrice du blog cuisineantigaspi.com. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, on aura Jérémy Pichon de Famille Zéro Déchet à la fin pour la deuxième partie, au téléphone également. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, peux-tu nous donner quelques chiffres sur le gaspillage alimentaire dans le monde ? Oui, il faut savoir qu'au niveau mondial, le gaspillage alimentaire est le 3e plus gros pollueur. 30%, c'est la proportion de production alimentaire mondiale gaspillée, perdue ou jetée entre le champ et l'assiette. 12 milliards de personnes, c'est le nombre de personnes que la production mondiale pourrait nourrir, soit 1,6 fois la population mondiale en 2017. Focus sur la France, Luc, ça donne quoi ? En France, nous l'avons dit dans le sommaire, c'est 10 millions de tonnes de nourriture qui seraient gaspillées par an en France, soit 316 kilos de produits alimentaires gaspillés chaque seconde. Et oui, 16 milliards d'euros, c'est l'estimation du coût moyen du gaspillage alimentaire en France par an. Et si on zoome d'un peu plus près ? Eh bien, c'est 29 kilos d'aliments jetés par personne et par an en moyenne, dont 7 kilos encore emballés. 159 euros, c'est le coût du gaspillage alimentaire par an et par personne. Mais il existe des solutions pour éviter ce gaspillage ? Oui, aujourd'hui, la lutte anti-gaspi 2.0 s'organise. Il suffit par exemple d'avoir un smartphone pour sauver les aliments de la poubelle. Des applications existent pour sauver les invendus qui finiraient en temps normal à la poubelle. Nous recevons d'ailleurs l'application Phoenix pour cette émission qui nous expliquera tout sur le fonctionnement et les coulisses de celle-ci. Et des chiffres sur les déchets, t'en as ? Oui, la production annuelle de déchets par Français a diminué très légèrement depuis quelques années, mais chaque Français produit encore 580 kilos de déchets ménagers et assimilés par an, 2 fois plus qu'il y a 40 ans, mais en recul de 2% quand même sur 10 ans. 66% sont recyclés, c'est plus 13% en 10 ans, 28% sont détruits, 15% en moins en 10 ans et 6% sont valorisés énergiquement. C'est quand même plus 59% sur les 10 dernières années. Et des chiffres sur la vente en vrac ? En 2019, on comptait 200 commerces de vrac en France seulement. En 2020, le double, 400 magasins. La croissance est fulgurante, mais reste encore un marché de niche. Le chiffre d'affaires a bondi de 41% dans le secteur entre 2019 et 2020. Il a même dépassé les 1,2 milliards d'euros. On peut tout de même noter que 40% des foyers, oui, font des achats en vrac aujourd'hui, essentiellement quand même dans les rayons des supermarchés bio. Comment cela va se passer dans un futur proche pour ce secteur ? On estime que le marché devrait atteindre le cap des 3,2 milliards d'euros en 2022. Et qu'est-ce qu'on achète
le plus en vrac? Eh bien, les oléagineux, 58% des foyers, puis les fruits secs. On a les légumineuses, les graines et enfin les céréales à égalité avec le riz. Qui passe au zéro déchet? Y a-t-il un profil type? Oui, c'est pour 50% des couples avec au moins un enfant qui ont entre 25 et 45 ans. Et c'est souvent des diplômés qui habitent en ville quand même. Faut qu'on en parle, première partie. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir sur le thème de l'anti-gaspi sur les réseaux avec le hashtag FQEP et sur les répondeurs non surtaxés 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Benoît de Cayenne qui nous dit « Ayant un petit budget, j'utilise depuis peu une application pour acheter au dernier moment des aliments dans mon supermarché local. L'avantage, en plus du prix, c'est que cela permet de manger des choses variées, car je ne sais jamais ce qu'il va y avoir dans mon panier. » Céline de Bordeaux, les applis qui sauvent des invendus, vaste supercherie pour lutter contre le gaspillage dans les magasins. Qui vous dit que ce que vous allez acheter dans votre panier, la moitié ne va pas finir quand même à la poubelle chez vous à cause des dates de péremption? J'ai testé une fois, j'ai vite compris, c'est presque impossible de tout manger, donc direction ma poubelle. Fabien de Nantes, je suis convaincu que dans les grandes surfaces, on jette encore à outrance les produits périmés. Donc pour moi, toutes les initiatives prises pour éviter de jeter à la poubelle sont bonnes. Nous l'avons donc dit en introduction, le gaspillage alimentaire est conséquent en France et dans le monde. Cela fait seulement quelques années que nous nous en rendons compte. Les Français souhaitent réduire le gaspillage. Il y a la façade que nous voyons et tout le travail derrière avec des acteurs qui œuvrent pour cela. Entrons maintenant dans les coulisses du monde de l'anti-gaspi. Cela paraît simple à comprendre comme ça, quand on parle de gaspillage alimentaire, on pense tout de suite uniquement à ce que l'on jette dans sa poubelle à la maison. Pourtant, c'est bien plus complexe que ça. Oui, peut-on expliquer qu'est-ce que le gaspillage alimentaire? À qui on donne la parole, Mylène? On choisit? Clément? Allez, Clément. Alors le gaspillage alimentaire, c'est quand vous avez des produits qui sont destinés à l'alimentation humaine et qui se retrouvent en déchets. Donc ce qui est important peut-être ici, c'est de faire la différence entre ce qu'est un invendu et ce qu'est un déchet. Nous, Phoenix, on s'est créé avec l'idée qu'on peut donner une seconde vie aux invendus. Donc, c'est pas parce qu'on a un produit invendu, c'est-à-dire un produit qui sort des circuits de vente traditionnels, qu'on va finir dans la benne et qu'on va donc finir en enfouissement ou en incinération. Ok, Xavier, peut-être définition du gaspillage alimentaire. Il y a une définition qui a été mise en place en France il y a quelques années, dans le cadre de cette politique publique qui est née en 2012 de lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment par un ministre à l'époque, député de la Mayenne, aujourd'hui Guillaume Garot. Qui considère qu'effectivement, toute nourriture destinée à la consommation humaine qui est perdue, jetée ou dégradée à quelque niveau que ce soit de la production, de la transformation, de la distribution, de la consommation, c'est du gaspillage alimentaire. Alors après, sur cette scène de l'anti-gaspillage qui s'est construite à partir de 2012 environ, j'ai créé Ecosphère en 2012 sur la base d'une idée que j'avais eue, reliant à la fois des expériences de serveurs, de cocktails quand j'étais étudiant à Sciences Po et puis une expérience en stratégie web qui m'ont amené à proposer de mettre le numérique au service de la réduction du gaspillage alimentaire dès 2012. Après la création d'Ecosphère, il y a eu ce premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire en France, juin 2013. Et pour comprendre cette scène de l'anti-gaspillage, il faut probablement avoir plusieurs grilles de lecture. D'abord, il y a ceux qui s'intéressent au gaspillage des consommateurs, des particuliers, et puis ceux qui apportent des solutions, des programmes aux acteurs professionnels, la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, la restauration collective, la restauration commerciale, le secteur événementiel. Donc c'est une première différence. Le gaspillage des particuliers, le gaspillage des acteurs professionnels. Après, sur toutes ces solutions qui sont mises en place, à partir de 2014, 2015 en particulier, il y a ceux qui s'intéressent particulièrement à la prévention, à la réduction en amont du gaspillage, et ceux qui s'intéressent et qui portent des solutions à la revalorisation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du produit juste avant qu'il soit acheté. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup d'évolutions. On pourra peut-être en parler un peu plus tard dans le cadre de l'émission. Pas de souci, effectivement. Donc, Xavier, tu nous as résumé un petit peu comment l'idée était venue de créer Ecosphère. Oui. Tout à fait. Alors, il y a la façade sur le concept de l'anti-gaspi côté grand public, mais il y a aussi les coulisses. Qui sont les acteurs qui travaillent en back-office pour tenter de réduire le gaspillage alimentaire? Est-ce qu'on peut dresser un tableau du monde de l'anti-gaspi? Oui. Alors, la question peut s'adresser à tous ceux qui sont ici, bien sûr. Il y a eu en fait plusieurs étapes. Quand j'ai lancé l'entreprise, elle était précurseuse, pionnière en France, 2012. Phoenix est né en 2014. Le petit Miam a précédé Good to Go en France. Lui a laissé la place d'ailleurs, puisque sa fondatrice est repartie dans son pays d'origine en Afrique parce qu'elle estimait qu'elle était plus utile là-bas qu'en France. Et donc,
ce qui s'est passé à partir de 2014-2015, quand il y a une vraie attention médiatique, sociétale, réglementaire, mais aussi business pour le gaspillage, ce qui n'était pas du tout à l'origine de la fondation d'Ecosphère. En fait, j'ai vu passer sur cette scène de l'anti-gaspillage des projets extrêmement éthiques, très chargés éthiquement de valeur, pour réduire le gaspillage avec des ambitions sur le plan de la solidarité, sur le plan de l'écologie très fortes, mais qui parfois n'avaient pas de modèles économiques. C'est-à-dire pas de viabilité pour porter les solutions et les faire croître et les faire monter en impact positif. Et donc c'est compliqué parce que quand on reçoit des propositions d'accompagnement de ce type-là, il ne faut pas décourager les personnes qui les portent et en même temps il faut leur faire comprendre que pour vraiment agir contre le gaspillage, il faut avoir un modèle économique. Et puis à l'inverse, de l'autre côté, il y a des solutions hyper business qui se sont montées où en fait le gaspillage est devenu juste un business. Par exemple, un business d'optimisation fiscale sur le don des produits invendus, entre autres. Ou alors, parfois, on voit quand on est sur la scène de l'anti-gaspillage précisément, des dérives. En fait, on organise le transfert de la responsabilité du gaspillage et des déchets d'un acteur vers l'autre, ce qui est le contraire des principes de l'économie circulaire, ce qui est un contre-modèle pour Ecosphère, par exemple. Très bien. On a aussi Clément Caro qui est porte-parole de Phoenix, une start-up française en plein boom qui développe entre autres une application pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Phoenix, Clément ? Oui, alors Phoenix, on est né en 2014 avec l'idée d'abord de digitaliser le don alimentaire. Et puis petit à petit, on a rajouté des briques parce qu'on a une certitude aujourd'hui, après 7 ans d'existence, c'est qu'il n'y a pas de panacée à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous ne pouvez pas plugger une solution sur un magasin de la grande distrie et dire c'est bon, il ne gaspille plus. Ça n'existe pas. Les gens qui disent ça vous mentent. Vraiment, il y a une seule manière de faire, c'est de mettre plusieurs solutions et de faire en sorte qu'elles soient complémentaires. Et puis aussi, en fait, il y a un vrai travail d'accompagnement, de formation. Là, Xavier, je pense, rebondira là-dessus, mais il y a beaucoup de turnover en magasin et vous ne pouvez pas juste mettre une solution et attendre que ça tourne. Il y a toujours un besoin, en fait, de continuer à former les gens. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose que vous devez réactualiser sans cesse et vous devez faire coexister des solutions différentes pour arriver au zéro gaspillage. Et donc, l'application, pour nous, est venue comme une brique de plus pour valoriser les invendus, mais pour être très clair, sur un magasin qui lutte contre le gaspillage alimentaire, un hypermarché, disons, il va valoriser grosso modo 7% de ses volumes avec une application anti-gaspi, que ce soit la nôtre ou une autre. Oui, mais 7%, ça veut dire aussi que l'essentiel, il va passer en don ou en valorisation animale ou éventuellement en compostage. Enfin, il y a différentes solutions qui viennent se plugger pour lui permettre d'atteindre le zéro déchet alimentaire si c'est l'objectif qu'il poursuit. Très bien. Donc Xavier, Ecosphère, c'est donc une société qui propose des programmes et des solutions de réduction du gaspillage et des déchets pour les acteurs professionnels. Ecosphère, ça connecte en gros les entreprises entre elles pour apporter des solutions. Quel est le principe ? Comment se passe la démarche ? Alors, Ecosphère, c'est 20 à 60% de réduction du gaspillage et des déchets selon les secteurs d'activité qui sont nos partenaires et nos clients, grande distribution, industrie agroalimentaire, secteur événementiel, sportif, traiteur, restauration commerciale ou restauration collective. Et en fait, très rapidement, au bout de 6 mois, après avoir créé l'entreprise en 2012, je me suis aperçu que jamais le numérique, jamais une plateforme numérique, une application numérique n'impacterait les process et la culture en profondeur de nos clients, privés et publics. Et donc, on a construit à partir de là toute une suite d'expertise pour accompagner le changement des process et le changement de la culture des entreprises, des organisations qu'on accompagne depuis 2012. Ça veut dire des diagnostics très poussés sur le plan quantitatif et qualitatif, quantifier les déchets, qualifier les facteurs de production de déchets et de gaspillage, pour ensuite formuler des améliorations sur les process, ou carrément la création de nouveaux process, sur le tri, sur le matériel, sur le management dans les entreprises, afin à la fois de réduire les facteurs de gaspillage et d'améliorer les conditions de tri et de recyclage sur les volumes de surplus et de déchets résiduels une fois qu'on a impacté à la baisse leur volume. C'est ça qui est très important pour nous. Et puis ensuite, on a créé une formation, la première formation anti-gaspi déchets en 2014 pour former les collaborateurs de nos clients de manière extrêmement professionnelle à la lutte contre le gaspillage, à l'adoption de nouveaux process et puis aussi un projet qui est fédérateur parce qu'il crée du sens dans les entreprises. Et puis une fois qu'on a passé cette première phase du programme de réduction, de prévention du gaspillage, des déchets, on passe à la seconde phase. C'est une phase de revalorisation, d'optimisation de la seconde vie des produits alimentaires et non alimentaires. Et donc ça passe à la fois par des créations de coopérations territoriales très innovantes aujourd'hui parce qu'il y a une foultitude d'acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se sont développés sur les territoires. Ce ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Donc créer des coopérations territoriales pour favoriser le recyclage, l'économie circulaire avec un principe clé pour Ecosphère, c'est de garantir la transformation des déchets des uns en ressources pour d'autres.
de s'interdire, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs, le transfert de la responsabilité du gaspillage et des déchets d'un acteur vers l'autre, et pire, pour nous, s'interdire véritablement que des produits qui en réalité sont des déchets soient orientés vers le secteur de la solidarité. Ça a été un poumon, quand j'ai créé Ecosphère, que de vouloir améliorer l'approvisionnement des acteurs de la solidarité en qualité, en quantité, mais aussi en dignité du don. Et donc ça, c'est la première partie de nos activités. La deuxième, je viens de l'indiquer, c'est d'améliorer les dispositifs d'approvisionnement des secteurs de la solidarité. Après, on est sur des démarches d'amélioration continue, de reporting d'impact, comme on dit aujourd'hui très souvent, avec des indicateurs de performance de nos dispositifs sur le plan économique, financier, sur le plan écologique, sur le plan de la solidarité, et puis d'accompagner aussi nos clients, pour ceux qui le souhaitent, vers une contribution aux objectifs de développement durable. Et donc tout ça s'inscrit dans des démarches d'amélioration continue, où le numérique est un outil parmi d'autres, et où la prévention et la réduction du gaspillage est plus important que la revalorisation. On a aussi Phoenix, c'est l'accompagnement des entreprises de la grande distribution sur la démarche de réduction du gaspillage. Par exemple, les aider à mettre les bonnes réductions sur les articles pour les écouler plus facilement. Oui, Clément, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette démarche ? Comment ça fonctionne ? Ouais, je vais juste reprendre pour qu'on comprenne bien la complémentarité. Il y a 4 solutions qu'on propose chez Phoenix pour faire simple. Il y a d'abord ce qu'on appelle le stickage, donc c'est la remise en magasin, donc à des tarifs promotionnels pour des produits en date courte. Donc c'est ce qu'on appelle les bacs anti-gaspi. Il y a même des zones dédiées dans les magasins. C'est une pratique qui s'est généralisée ces 10 dernières années. Et grosso modo, c'est quelque chose qui s'adresse à des clients qui sont déjà clients du magasin. Si vous voulez, c'est un outil aussi de fidélisation des clients, c'est-à-dire qu'ils sont contents de pouvoir récupérer des produits en date courte. Après, il y a un risque pour le magasin, c'est de cannibaliser les ventes, c'est-à-dire que les gens consomment ces produits et d'acheter les produits au prix fort à 100% dans la vente conventionnelle, on va dire. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est des réductions que ça reste vraiment des gens qui sont déjà clients du magasin. Mais il peut que le faire dans une certaine limite parce qu'il a peur de cannibaliser ses ventes. Ensuite, nous, on a donc créé cette application anti-gaspi qui permet au commerce de revendre les produits à l'extérieur du point de vente, finalement à des gens qui ne sont pas forcément déjà clients du magasin, mais qui sont géolocalisés, qui voient des commerces de bouche qui proposent des paniers surprises avec des invendus et qui sont donc à moins 50, moins 70%. Ils vont venir chercher un panier surprise et donc ça va leur permettre de faire une bonne action. Et c'est un bon plan aussi. Et potentiellement, ces gens n'étaient pas déjà clients du magasin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le stickage donc, en magasin et l'application anti-gaspi sont des canaux différenciés pour potentiellement adresser des populations différentes, mais qui sont en recherche de bons plans et d'actions écologiques. Ensuite, un autre canal pour le magasin, c'est de faire du don alimentaire, donc de passer des conventions avec des associations. Alors, il faut savoir que c'est très difficile pour un magasin d'être ramassé tous les jours par des assos, de trouver une asso tous les jours. Il y a certains gros magasins qui ont tellement de volume de déchets qu'il faut qu'il y ait 3 assos par jour. Donc, c'est vraiment un métier logistique, en fait, de les aider à optimiser pour qu'ils puissent donner le maximum. Et puis, dernier point chez Phoenix, c'est que les produits qu'on n'a pas réussi à valoriser via l'alimentation humaine, donc soit sur la vente en magasin, soit sur l'application, soit donc via le don aux associations, on va le donner à des animaux. C'est bête, c'est vieux comme le monde, mais les cochons, les poules, ils mangent ces produits-là. Et des produits qui parfois sont trop abîmés pour être transportés jusqu'à l'association. C'est vraiment le dernier recours, quoi. Oui, mais en fait, ça permet en fait, par exemple, de donner à des refuges SPA ou des fermes pédagogiques, des zoos, des élevages d'animaux, des produits donc gratuitement pour la personne qui a besoin de nourrir ses animaux, et ça évite tout simplement les déchets. Et le magasin, il faut le savoir, je le redis parce que je crois qu'on a oublié de le dire avec Xavier, mais moi je martèle ce message. Quand vous jetez, ça vous coûte de l'argent en France. Il faut savoir que jeter, ça n'est pas gratuit. Les magasins payent quelque chose lorsqu'ils jettent, et ils jettent. Plus ils jettent, plus ils payent. Et... parce qu'il y a plusieurs années de ça, 10, 15, 20 ans, les magasins étaient pointés du doigt, les supermarchés, parce qu'ils jetaient ça dans leur benne et ils mettaient des produits javelisés pour pas que les gens les récupèrent. Voilà, et c'est la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite loi Garot en février 2016, ça, c'est plus possible normalement. Interdit. Voilà. Alors, Xavier, effectivement, c'est le principe éthique clé fondamental de la loi de Guillaume Garot de février 2016, c'est d'interdire la dégradation de produits propres à la consommation humaine. La javel sur les produits, elle était aussi liée à une problématique de responsabilité juridique. C'est-à-dire que si on s'intoxique avec des produits dont on connaît la source, c'est-à-dire la poubelle qui appartient à tel magasin, on peut imputer la responsabilité d'une maladie, d'une contagion, d'une infection. Même à l'époque, si un SDF, par exemple, venait aller fouiller une poubelle du magasin, il pouvait être traduit en justice pour ça. Voilà. Donc, si on remontait à la source de la cause de la maladie, effectivement, ça pouvait mettre en cause la responsabilité juridique de celui qui possédait les produits et la poubelle dans laquelle les produits ont été récupérés. On voit encore aujourd'hui
à la sortie de certains magasins, des personnes en situation de précarité venir fouiller dans les poubelles. C'est un spectacle qui est désolant, bien entendu, et c'est pour ça qu'il faut continuer ces démarches d'accompagnement, de professionnalisation de la réduction du gaspillage alimentaire et non alimentaire. C'est pour ça que j'ai créé l'entreprise, entre autres, en 2012. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent sur les territoires, qui sont différentes d'ailleurs d'un territoire à l'autre. Il y a quelques grands acteurs qui se ressemblent pour le grand public, mais qui en réalité n'ont pas forcément les mêmes métiers ni les mêmes valeurs. C'est un terrain qui est aussi parfois très concurrentiel, où des acteurs sont en réalité dans des situations de conquête de parts de marché les uns par rapport aux autres. C'est un secret pour personne, mais enfin Phoenix est issu d'Ecosphère. On s'est séparés à une époque avec mes ex-associés parce qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Et donc, ce terrain-là, il est de l'anti-gaspillage, en fait, il est à la fois très créatif, très innovant, il fourmille d'initiatives. Et en même temps, c'est un marché qui s'est créé, le marché de l'anti-gaspillage. À tel point très que, récent, clairement. Oui, depuis 2014-2015 en Alors justement, particulier. Xavier, puisqu'on est dans les coulisses là, dans ce monde de l'anti-gaspi, est-ce qu'il y a des dérives justement liées à ça, des choses tabous? Alors, je trouve que le plus intéressant, en fait, c'est d'analyser les modèles économiques. Qu'est-ce que c'est un modèle économique? C'est la manière dont une entreprise génère des revenus pour assurer son fonctionnement, payer ses salaires, aussi pour payer parfois ses actionnaires. Et en fait, ce qu'on peut noter, en fait, c'est qu'il y a des acteurs qui se présentent sous l'image de start-up et qui en réalité ont des modèles économiques assez vintage. Pourquoi? Parce que leur chiffre d'affaires est intimement lié à la perduration du gaspillage et des déchets. Pourquoi? Parce que en fait, la rémunération, le modèle économique provient d'une rémunération, d'une commission appliquée au volume des transactions, à la valeur des transactions, d'orientation des déchets et des invendus depuis leur source, la grande distribution par exemple, vers des sources de revalorisation, les eaux, les acteurs de la solidarité. Et donc en fait, c'est des modèles économiques qui ressemblent à ceux des acteurs traditionnels de la collecte et du recyclage. Des gros acteurs qui effectivement se rémunèrent par une logistique de transport sur des volumes de déchets. Donc c'est très important en fait pour comprendre la cohérence des acteurs, enfin leur propre cohérence, chacun a sa propre cohérence. Moi je porte pas de jugement ici sur la cohérence de l'un ou l'autre, mais enfin il est important quand on veut analyser et étudier la scène de l'anti-gaspillage de comprendre comment les acteurs se rémunèrent pour voir si effectivement ils ont un modèle économique, des revenus qui proviennent d'un intérêt à ce que perdure le gaspillage et la production de déchets. On en est où aujourd'hui concrètement dans le monde de l'anti-gaspi? Un monde où le gaspillage n'existe plus, est-ce qu'on y est? Pas encore. Quel est l'avenir? Est-ce qu'il y a encore des marges de progression pour arriver dans le monde le plus proche du zéro gaspi? Clément? Oui, alors ce que disait Xavier, c'est qu'effectivement, je vais sortir cette phrase, je pense qu'on ne la supporte plus, mais c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ouais. Effectivement, l'idée, ce serait de remonter et d'arriver à quelque chose de plus prédictif et pas d'être sur du soin palliatif, ce que fait majoritairement Phoenix aujourd'hui. On a un pôle études et conseils où on aide, par exemple, on aide Truffaut à réduire l'utilisation de plastique, donc on est sur du conseil et on essaye finalement d'éco-concevoir certaines choses. Et donc ça, c'est des vraies missions de conseil qui visent à ce que le déchet, justement, ne soit pas produit. Et donc, je pense que le futur du gaspillage alimentaire, c'est la réduction du gaspillage en amont. Ceci dit, aujourd'hui, on a donc 10 millions de tonnes qui sont gaspillées chaque année. C'est 16 milliards en valeur marchande. C'est énorme. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui nous permette de réduire le gaspillage complètement en amont. Et par exemple, je prends un exemple très bête, mais qui parle à tout le monde. Intermarché avait lancé les fruits et légumes moches. Aujourd'hui, vous n'avez pas des fruits et légumes moches dans tous les magasins. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Voilà. Donc, on essaye des choses, mais ça ne marche pas toujours. Et on est bien obligé de faire du palliatif parce que malheureusement, on n'a pas de solution miracle pour l'instant. Mais c'est sûr que dans 20-30 ans, peut-être grâce à l'intelligence artificielle... avant quand même, peut-être. Oui, mais on ne sait pas encore à quel point l'intelligence artificielle, c'est un fantasme, mais à quel point c'est vrai. Aujourd'hui, les algorithmes prédictifs qui aident... Par exemple, vous voyez, il y a énormément de gaspillage alimentaire qui a été réduit grâce à l'amélioration des logiciels de commande. Ça paraît fou parce que quelqu'un qui conçoit un logiciel de commande dans une enseigne comme Leclerc ou Intermarché, c'est pas quelqu'un qui cherche forcément à lutter contre le gaspillage alimentaire dans votre tête. Enfin, du moins, vous le concevez pas comme ça. Non, il est là pour essayer de faire du business, vendre un maximum d'aliments. À la limite, voilà. Et plus il en pourtant, vend, plus il fait de marge. Et pourtant, la vérité, c'est qu'il y a un impact énorme sur le gaspillage alimentaire parce que les magasins surcommandant moins,
Et en fait, ça reste gaspille quand moins. même de vendre. Oui, bien sûr, le but commande. d'un magasin, c'est de vendre. C'est mais, clair. mais le résultat est quand même là. Et ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a des déchets ou est-ce qu'il n'y a pas de déchets à la fin. Donc, l'amélioration des pratiques de façon générale partie par réduire le gaspillage alimentaire. Donc, finalement, la performance économique des magasins est parfois liée à la lutte contre le gaspillage. Donc clairement, il y a encore des marges de progression pour arriver à un monde plus proche du zéro gaspille. Sans être dans la culpabilisation. Ça, c'est le message que je faisais passer à chaque fois qu'il y avait une réunion du comité de pilotage du premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il faut comprendre les acteurs qui ont les contraintes des déchets et des surplus. Il y aura toujours dans un magasin de grande distribution ou ailleurs, des facteurs qui conduisent à l'existence d'invendus, qui conduisent à la péremption d'aliments. Parce que on est sur des territoires qui sont complexes, que les comportements d'achat des consommateurs sont aussi parfois responsables du gaspillage, que il y a des erreurs de commande, il y a des pannes de congélateurs. Donc il y aura toujours des éléments qui conduiront à ces volumes de produits invendus et de production de déchets. Ce qui compte, c'est effectivement d'être dans des démarches de professionnalisation, de réduction de tous ces aléas et de faire en sorte que la nourriture produite ici, qui sort de son circuit de commercialisation initial, puisse retrouver une valeur dans un autre circuit. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à lutter ? C'est parce que c'est complexe, mais c'est aussi parce qu'il y a des enjeux qui sont fondamentaux, planétaires. Le gaspillage alimentaire, il est considéré comme étant le 3e responsable au niveau mondial de l'émission de gaz à effet de serre. C'est donc considérable après la Chine et les États-Unis. Alors on pourrait complexifier cette approche-là, mais enfin c'est un ordre de grandeur qui est réel et véritable. Et puis pour vous donner aussi une autre image, un autre chiffre qui me paraît très sensible, les 230 millions de tonnes de produits qui sont gaspillés en Europe correspondent à peu près à la production agricole de toute l'Afrique subsaharienne. Odile, tout à l'heure, tu voulais réagir ? Oui, je voulais réagir sur les produits moches et les paniers, où je crois qu'il y avait un auditeur qui disait j'ai un panier, mais je vais pas jusqu'au bout, je jette. Et je crois qu'il faut sensibiliser, je pense que d'autres personnes autour de la table vont en parler, sur la transformation de ces produits. C'est-à-dire que les produits moches, c'est pas parce que la tomate elle ressemble à rien qu'on peut pas en faire de coulis. Enfin, je donne cet exemple de confiture quand c'est des abricots abîmés, etc. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Voilà, mais je pense que ça passe aussi par la sensibilisation et je regarde Claire à côté qui sensibilise les écoles et les enfants, et je pense que c'est eux qui vont transformer aussi la société. Voilà. Si je peux réagir, en fait, on touche à un énorme problème, c'est qui est responsable du gaspillage. Et par exemple, quand vous regardez l'étude de l'ADEME de 2016, la grande étude qui répartit les responsabilités du gaspillage, en fait, c'est pas évident parce que est-ce que si on vend pas de fruits et légumes moches en magasin, c'est parce que c'est la faute du consommateur qui n'en veut pas ? Ou est-ce que c'est la faute du distributeur qui fait ses cahiers des charges parce qu'il pense que le consommateur n'en veut pas, mais en fait il se trompe ? Ou est-ce que c'est encore la faute de quelqu'un d'autre ? Enfin, c'est pas évident en fait, et chacun se rejette la faute. Donc savoir qui est responsable, c'est pas si facile parce que les sphères sont poreuses en fait. Pour Claire, justement réaction. m'occuper très souvent Oui, de fruits et légumes moches, pour en vendre pas mal, il y a aussi un manque d'éducation de la part du commerçant vis-à-vis du consommateur. C'est-à-dire qu'il doit animer son rayon et parler de ses fruits et ses légumes moches. Il doit les valoriser par la parole. Alors, c'est facile à mon niveau quand on est seul ou à deux face à un client. Quand on est j'ai travaillé en supermarché très longtemps. Quand on est face à une grande structure, c'est beaucoup plus compliqué d'être en contact avec eux. J'ai pas mal de fruits et légumes justement du coin qui ne sont pas calibrés, qui font une tête pas possible, mais certaines personnes se déchaînent pour avoir certains produits, quoi. Une courgette complètement difforme de la Cadière, mais qui va avoir un goût super incroyable, on se jette dessus, alors qu'elle n'est pas calibrée, alors qu'elle n'a pas la bonne couleur, etc. Donc c'est vraiment une éducation du consommateur aussi à faire, mais en direct, par la parole, une animation en fait. C'est vraiment ça important. Oui, moi je voulais juste rebondir sur un autre aspect, parce que là on parle du gaspillage au niveau des magasins, mais il y a aussi le consommateur. Aujourd'hui on sait que les consommateurs jettent un tiers de déchets alimentaires dans leur poubelle, et ça c'est un truc en plus qui se rajoute, et je pense que nous de notre côté, dans le cadre de l'association, on aborde plutôt cette partie-là. On peut très bien critiquer les magasins, et ils ont des enjeux, des difficultés, comme vous l'avez très bien expliqué tous les deux, Clément et Xavier.
Mais je pense que le consommateur, lui, il a aussi son rôle à jouer à la maison quand il a fait ses courses. Déjà, peser, penser à ce qu'on achète, essayer de limiter, réfléchir un peu au stock. Hein, comme dans un magasin, en fait, j'ai besoin vraiment de combien de courgettes pour pouvoir faire mes repas de la semaine. En tout cas, c'est comme ça que je réfléchis. Et ça me permet de ne pas générer de déchets. Et puis les petites épluchures et les restes de légumes que je peux avoir, finalement, ils finissent au compost. Alors bon, j'ai la chance d'avoir on va voir ce qu'on peut en faire tout à l'heure on en aussi avec parlera Mathilde. après. Ouais, mais voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le déchet alimentaire généré par nous-mêmes, consommateurs, à la maison. Il est très important et aujourd'hui, il finit souvent dans la poubelle des ordures ménagères qui terminera dans un incinérateur ou enfoui dans une décharge. On se retrouve dans quelques secondes. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. On a une question de Alfred qui nous demande que se passe-t-il si nous ne sommes pas satisfaits de notre achat sur le site Phoenix ? Alors, en fait, le commerçant, il joue le jeu, c'est-à-dire qu'il accepte une sorte de cahier des charges, c'est des conditions générales d'utilisation, où on va convenir d'une valeur marchande initiale des produits. Donc, mettons par exemple que c'est un panier qui a une valeur marchande de 15 € et que la personne va l'acheter 5 € sur l'application. Nous, on va rembourser le consommateur si le commerçant n'a pas fait la démarche qu'on avait convenue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 15 € de valeur marchande ou que il y a des produits qui ont une DLC dépassée. Alors, je ne sais pas si on arrive sur le sujet des dates après, mais en gros, il y a une différence entre les dates. Donc, les DLC, on n'a pas le droit de les dépasser. Pour faire court, c'est dates limites de consommation. On a posé ces questions-là, C'était justement. une question de Arthur. Quelle différence entre DLC, DLUO, DDM ? Jusqu'à quand l'aliment est-il comestible ? Je peux dire maintenant, si vous voulez. Bah, du coup, oui. Alors, on répondra. Donc, déjà, la DDM et la DLUO, c'est la même chose. En fait, la DDM, c'est le nouveau nom de la DLUO. Donc, date limite d'utilisation optimale, qui s'appelle maintenant date de durabilité minimale. Et donc, je vais essayer de faire très compréhensible. Oui, en fait, c'est un vrai sujet. C'est un sujet que Alors, déjà, il faut savoir que c'est un sujet qui est décidé par l'Union européenne, parce que c'est la Commission européenne qui travaille sur ces sujets. C'est-à-dire que si vous êtes dans d'autres pays de l'Union européenne, vous allez retrouver cette dissociation entre deux types de dates qui sont une harmonisation, c'est ça, au sein de l'Europe ? Oui. Tentative, en tout cas. Cette chose existe. Voilà, il y a des harmonisations au sein de l'Europe et il y en a une du coup sur le sujet des dates. Et vous retrouvez donc cette distinction dans les pays européens entre deux types de dates. Donc, ce qu'on appelle la date de durabilité minimale, je vais essayer de faire simple. On va dire c'est globalement des produits d'épicerie, c'est des produits secs. Par exemple, ça va être une boîte de conserve. En fait, c'est des produits, lorsqu'ils ont dépassé la date, leur qualité, ce qu'on appelle organoleptique, c'est en fait en gros leur odeur, leur goût, leur texture peuvent être éventuellement altérés, mais en aucun cas ça met en danger votre santé. Il faut savoir qu'en France, on a le droit de vendre ces produits jusqu'à 3 mois après la date dans les rayons des magasins. On ne le fait pas parce que les gens, en fait, ne comprenant pas les dates, ils n'achètent pas un produit qui a dépassé la date. D'ailleurs, par exemple, on prend des yaourts industriels qui sont marqués avec une date, qui n'auront pas la même date s'ils partent, par exemple, en Guadeloupe ou alors etc. Ça, c'était le cas avant et ça a été corrigé. Effectivement, alors j'ai plus toute l'histoire en tête, Xavier s'en souvient mieux que moi, mais c'était un député qui avait porté le sujet en se rendant compte effectivement que c'était pas les mêmes dates en Outre-mer et en métropole. Mais juste, je vais rester sur le sujet des DDM et des DLC. Donc, pour faire la distinction, il y a d'un côté les produits secs et d'un côté les produits frais. Il y a des produits qui portent une DLC. Si vous avez dépassé la date, c'est normalement dangereux pour votre santé et du coup, on n'a pas le droit de vendre ces produits au-delà de la date. Par contre, les produits qui sont donc en DDM, c'est des produits qui posent aucun problème pour votre santé. Il y en a même certains, vous pouvez les consommer 1 an après. Et pour vous dire, il y a des produits comme le miel qui sont des produits impérissables et qui, en fait, se sont retrouvés avec des dates, ce qui n'a aucun sens. On avait une autre question. Comment les commerçants peuvent-ils prédire avec précision la quantité de nourriture qui reste à la fin de la journée ? Est-ce que c'est vraiment du gaspillage alimentaire ? Certaines enseignes se servent-ils pas de l'application pour augmenter leur visibilité et donc du coup le nombre de clients ? Alors, d'un point de vue purement économique, ils s'y retrouvent pas avec l'application parce qu'on casse les prix. Donc, je veux dire, s'ils produisaient pour l'application, ça n'aurait pas de sens économiquement. Ils perdraient de l'argent. Après, alors comment ils font concrètement ? Les commerces en général, un boulanger va savoir s'il jette à peu près, on va dire grosso modo 50 € de marchandises par jour. Et à partir de là, on va lui programmer un nombre de paniers récurrents. Donc par exemple, on va dire qu'un boulanger va faire 3 à 4 paniers par jour. On va lui programmer une moyenne basse, c'est-à-dire le nombre de paniers qu'on est sûr qu'il va faire tous les jours. Et si exceptionnellement, il n'a pas cette quantité-là, eh ben, il va annuler le panier et l'utilisateur qui a éventuellement réservé le panier sera averti et sera remboursé. Et donc, il sera averti que son panier a été annulé. Donc, en fait, on va prendre une moyenne basse, c'est-à-dire entre guillemets ce qu'il est sûr de gaspiller parce que de fait, il y a quand même tous les jours de la casse. Alors, il y a des magasins, par exemple, qui vont mettre des paniers que le samedi parce qu'ils sont sûrs que le samedi, qu'ils ont de la casse. Donc, ça dépend vraiment des
des magasins, mais ils vont programmer une récurrence basse. Et puis ensuite, s'ils ont éventuellement plus d'invendus que d'habitude, ils vont rajouter des paniers manuellement en se connectant au site. Mais voilà, on se base sur une moyenne basse, sur ce qu'on est sûr qu'il va avoir ce jour-là. Et donc, il a un principe de récurrence, puis ensuite, il ajoute pour ajuster les quantités. Très bien, on se retrouve dans une dizaine de secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Nous avons donc aussi Odile Miribel avec nous en plateau, qui est co-organisatrice du salon Anti-Gaspi. Peux-tu te présenter et nous expliquer qu'est-ce que le salon Anti-Gaspi ? Alors, je vais faire l'historique quand même du salon, puisque c'est Didier Guibaud qui... Marseillais, qui avait commencé à faire des conférences sur l'économie circulaire dans les années 2000. Donc ça remonte, il avait pris conscience de certaines choses depuis longtemps et qui a eu l'idée de ce salon. Donc et puis nous nous sommes rencontrés. Il a créé l'association La Brigade Anti-Gaspi. Il a mis un président, Christian Sylvain, et nous sommes partis dans cette grande aventure du salon Anti-Gaspi qui a pour but de sensibiliser. Enfin, il y avait initialement l'idée de regrouper dans toutes les thématiques de l'anti-gaspi et du comportement, que ce soit la mobilité, que ce soit l'alimentation, que ce soit les loisirs, que ce soit le tourisme, que ce soit l'habitat, l'énergie, l'air, l'eau. Enfin, je vais pas tous vous les citer, puisque ça concerne tout. Et de faire ce salon grand public pour sensibiliser toute la population. Et à partir de tables rondes, d'exposants, principalement aujourd'hui marseillais, mais c'est vrai que notre intention c'est de faire une tournée nationale. Bon, il y a eu un petit problème cette année, je reviendrai pas dessus. Mais donc aujourd'hui, cette idée, c'est vraiment de mettre en avant aussi bien des entreprises que des associations qui œuvrent depuis très longtemps dans ce domaine. Alors justement, tu as peut-être des exemples d'associations qui œuvrent dans ce domaine, d'initiatives ? Il y a Recyclop qui a commencé depuis des années. Recyclop, par exemple, c'est la revalorisation des mégots et qui peuvent être recyclés, qui partent dans un système, et de sensibiliser les fumeurs à être sur des zones et pas jeter. Et donc, il y a un système j'appelle ça les boîtes postales, où il fait un jeu, on est plutôt, enfin je parlerai à Marseille, plutôt OM, PSG, et on met son mégot. Donc, mais voilà, Recyclop, on sait déjà quel cendrier va être rempli à Marseille, mais bon. À Marseille. La même à Paris, ça risque d'être l'opposé. Mais en même temps, on n'ose pas mettre PSG, comme me dit Abdes, parce que ça risque de se casser, quoi. Donc, oh là 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 là. Voilà. Donc, et l'aventure du salon, c'est vrai que quand nous avons et Didier avait commencé un petit peu avant que je le rejoigne, on nous regardait un petit peu. Qu'est-ce que c'est ce salon anti-gaspi, économie circulaire bon, c'est bien, c'est super, l'idée elle est géniale, mais on fait quoi? Écoutez, venez avec nous, donnez-nous des noms. Et pour vous raconter, 2017, je me retourne vers Xavier parce qu'il était, dès la première édition, il était avec nous. Et on était au Doc des Suds et on a eu pour la première 3000 personnes. Mais c'est vrai que c'était des gens qui étaient déjà sensibilisés. Donc on était super contents de les avoir parce qu'on avait besoin un peu de monde. Mais c'était une très belle aventure ce jour-là parce que notre idée était de pas cloisonner les exposants et que chacun, même si on avait fait des villages, chacun pouvait communiquer entre eux. Donc il y avait une ambiance géniale, non, Xavier? Chaleureuse. Et puis on s'est dit bon, très bien. Maintenant il faut aller chercher les personnes qui sont pas sensibilisées. Et donc l'aventure est partie sur le Vieux-Port. Ça n'a pas été une mince affaire parce que ça a été compliqué. En plus, on était dans un contexte qui n'était pas celui qu'on vient de passer, mais plutôt dans une période de terrorisme, donc c'était encore autre chose. Et nous avons eu 9000 personnes. Et dans ces 9000 personnes, nous avions toujours nos 3000 de la première, qu'on était contents d'avoir. Et puis, vous aviez des personnes qui sont rentrées, ils sont passés, ils ont vu de la lumière, ils ont traversé, ils sont sortis. Et puis, nous avons eu une grosse partie qui ce soir, on a eu les retours par nos exposants, qui se sont dit, ah oui... anti-gaspi, lutte contre le gaspillage, l'économie circulaire, c'est quoi, c'est comment, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et donc on se dit gagné. On a commencé à sensibiliser des personnes qui vont en parler, ainsi de suite. Et puis la 3e édition qui va avoir lieu au mois d'octobre, là on l'a fait carrément au Vélodrome parce que ça attire, parce que le but est toujours d'attirer le grand public, donc tous les moyens sont bons. Le Vélodrome, l'Orange Vélodrome sera à l'honneur et on sait qu'on va attirer du monde. Et on va faire un voyage anti-gaspi. On a revu, réorganisé et on a regroupé des thèmes pour faire rêver les gens, trouver des astuces, c'est vrai, pour les sensibiliser. Et on va faire venir des écoles, on va faire venir des associations. Et puis, on a un partenaire principal, et je le cite parce que pour pas qu'on imagine qu'ils viennent vendre des assurances, loin de là, c'est la Maïf qui est l'assureur militant, mais qui est impliqué, et je vais laisser après la parole à Claire parce que elle va arriver avec eux. Ils sont depuis des années sensibilisés à la problématique, que ce soit de l'anti-gaspi, du développement durable, du RSE. C'est vraiment un sujet dont on parle de plus en plus ces dernières années. Voilà, mais eux, ils avaient démarré depuis longtemps. Et donc, ils vont avoir un espace où ils ont des tas d'associations qui sont assurées chez eux et qui vont mettre en avant dans leur espace transition. Et donc on est très contents parce que ils ont tout de suite collé parce qu'ils avaient commencé à faire ce type d'action à Lyon et ils se sont dit au lieu de faire chacun nos actions, mutualisons, regroupons-nous et on va tous se retrouver. Donc mais on peut parler de tous les sujets. Bon, c'est vrai que tout à l'heure on parlera purement du zéro déchet. Ouais. Donc je reviendrai là-dessus, mais parce que je peux parler sur tous les sujets. Mais c'est déjà très clair, Odile, pour tout ça. Justement, on va Venez à ce salon. On va passer à la transition. On va attaquer dans notre deuxième partie. On se retrouve dans quelques secondes. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, seconde partie. La cuisine pour ne pas jeter ces aliments qui se périment à la poubelle est souvent la solution. Cela vous a fait beaucoup réagir. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On va vous citer celle de Fabien de Corbeil-Essonnes, où nous écoute là-bas en région parisienne. Les magasins de vrac, c'est vraiment génial. On y trouve de plus en plus de choses. On achète exactement la quantité qu'il nous faut. Et finalement, on y gagne de l'argent. Rachid de Saint-Denis, j'ai entendu dire que tout se transforme en cuisine, mais franchement, je ne vois pas comment et qu'au final, il n'y a rien à jeter. Hâte d'entendre les spécialistes sur le sujet pour moins remplir ma poubelle. J'aimerais tant moins jeter. On a donc pas mal parlé de gaspillage du côté des entreprises, comment on sauve les paniers et les aliments à la maison, mais souvent on ne sait pas quoi en faire, comment les utiliser. Dans cette seconde partie, nous allons vous guider pour ne plus donner à manger à vos poubelles avec vos invités. On parle d'aliments à sauver, des invendus, mais aussi des aliments au frigo qui se périment, dont on ne sait pas quoi faire. Nous avons donc Mathilde Bourges, qui est journaliste gastronomique et aussi créatrice du blog cuisineantigaspi.com. Mathilde, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment t'es venue l'idée de monter ce blog? Oui, alors en fait, avec mon métier de journaliste, j'ai rencontré pas mal de chefs, de grands chefs notamment, pour qui la question du gaspillage alimentaire est de plus en plus importante. Et eux-mêmes travaillent beaucoup sur. Alors pour eux, c'est pas du déchet. En fait, c'est un produit qui a encore quelque chose à offrir, et ils vont essayer d'aller jusqu'au bout pour ne rien jeter, que ce soit les épluchures, les graines, les fans. Et du coup, en rencontrant ces chefs, je me suis dit que c'était super de faire ça dans des restaurants, mais que c'était dommage de pas transmettre ça aux particuliers. Et du coup, j'ai créé le blog Cuisine Anti-Gaspi dans un premier temps où j'ai interviewé ces chefs sur le sujet avec leurs astuces. Et puis petit à petit, j'ai commencé à mettre mes propres recettes en partant de leurs idées, mais en les rendant un peu plus accessibles, parce que voilà, tout le monde ne peut pas faire de la cuisine 3 étoiles chez soi. Et voilà. Et depuis 1 an et demi, j'alimente presque quotidiennement ce blog avec des recettes vraiment réalisables par tout le monde. On avait une question de Maxence de Marseille qui nous demande: je commande des paniers sur l'application Phoenix pour sauver les invendus de la poubelle, mais en réalité, une fois chez moi, j'en jette une grande partie parce que je n'arrive souvent pas à utiliser ce que j'ai acheté. Comment faire pour ne plus rien jeter? Comment arriver à bien tout cuisiner? Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Oui, je pense que... oui.
Attends, je croyais que c'était un mode. Ah non, on posait la question à Mathilde, mais si tu veux réagir sur le sujet, Clément, tu peux. Non, mais comme il parlait de l'application Phoenix, je croyais Oui. que je devais réagir. Mais... C'est bon. Non, c'est justement voilà, les gens qui achètent et qui savent pas quoi faire de tout ce qu'ils ont acheté dans leur panier. Oui, ouais. Bah déjà, comme on disait tout à l'heure, il faut bien faire la différence entre avec les dates de consommation. Après, tout Souvent, ce c'est qui des est, dates très 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 proches. Hein. C'est vraiment le jour même ou le lendemain, au pire, mais souvent. Oui. Alors déjà, oui, forcément. Alors, je connais pas trop l'application Phoenix, mais j'imagine qu'il y a peut-être aussi des quantités. On peut dire combien de personnes on a à la maison Clément, pour éviter justement, comment ça se acheter passe trop, voilà. je sais pas. Non, en fait, les commerçants proposent pas des gros paniers parce qu'on les incite pas justement à Comment proposer ça des marche? C'est gros- par montant? C'est par nombre Oui, de personnes? Comment ça grosso fonctionne? modo, ça va être entre 12 et 15 euros et vous allez avoir une réduction de entre 50 et 70%. Mais la valeur marchande initiale des produits, ça représente entre 12 et 15 euros, on va dire, en moyenne. Oui. Après, le premier conseil que je peux donner, qui est peut-être un peu basique, mais il y a des applications ou des sites internet où parfois quand on tape en fait ce qu'on a dans le frigo ou dans les placards, on va rentrer 4-5 aliments et ça va nous donner plusieurs recettes qui correspondent à cette liste d'ingrédients. Donc déjà ça c'est pas mal pour essayer de cuisiner ce qu'on a. Après, il n'y a pas de secret, plus on pratique, plus on a de l'imagination et plus on peut arriver à faire des choses sympas avec 3 fois rien. Après, il y a des astuces aussi. Si on achète des choses, mais qu'on sent qu'on va pas réussir à les cuisiner tout de suite, il y a pas mal de méthodes de conservation. Par exemple, quand c'est des herbes fraîches, on peut les mettre dans des bacs à glaçons avec de l'huile d'olive et on congèle. Et après, hop, on les décongèle, on les réutilise au fur et à mesure de nos préparations. On peut faire pareil. Tout à l'heure, on parlait des tomates. Quand elles sont abîmées, on peut faire un coulis ou un ketchup et comme ça va se conserver vraiment pendant des semaines. On peut aussi, pareil, congeler dans des bacs à glaçons son coulis de tomates si on ne veut pas le jeter et le décongeler au fur et à mesure des utilisations. Donc il y a pas mal de petites astuces comme ça qui font que même si on achète des choses à date de péremption assez courte, on peut encore rallonger cette durée de vie en fait. Si on fait par exemple un focus sur le pain, qui n'a pas jeté en plateau une baguette rassis ou un pain tout dur? Qu'est-ce qu'on peut en faire, Mathilde, du pain? Oui, alors il y a la recette classique du pain perdu. Après, moi j'aime bien modifier un peu. On peut par exemple, s'il est sec mais pas non plus dur comme de la pierre, on peut le mixer dans un blender. Comme ça, on en fait de la chapelure. Et cette chapelure, on peut l'utiliser pour faire de la friture, des choses comme ça, mais on peut aussi faire des cookies par exemple. On va utiliser cette chapelure de pain à la place de la farine. Donc déjà ça va éviter, si on n'a plus de farine dans le placard, d'aller en racheter. Donc on va faire des économies. En utilisant sa chapelure de pain, on va simplement remplacer la quantité de farine d'une recette par la même quantité en chapelure de pain et on va avoir un cookie qui est un peu semblable qui a une texture un peu semblable à un crumble et c'est hyper sympa. Ça marche aussi pour faire des gnocchis de pain rassis. On peut faire des glaces infusées au pain rassis. Par exemple, on va le faire griller au four. Glace au pain rassis. Ouais, on va faire griller ou toaster son pain rassis pour lui donner un petit côté touristique. Vous avez déjà goûté ça en plateau? Des glaces au pain rassis? Personne, a priori. Et en fait, il suffit de faire ça. On fait infuser dans 1 litre de lait. Et après, on va filtrer. Et puis, on va préparer une glace avec des jaunes d'œufs, etc. Et comme le lait aura pris le goût du pain grillé, c'est vraiment hyper sympa. Après, on peut servir ça en dessert avec un bon caramel ou même en entrée avec une tomate mozza et puis une petite glace au pain. Franchement, ça fait son petit effet et c'est vraiment très sympa. On sent effectivement que chez toi, le pain ne finit pas à la poubelle, c'est clair. Non. On avait Alice qui avait une question sur les épluchures de légumes. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Oui, alors là, on peut faire plein de choses aussi. Petite précision, il faut mieux que ce soit des épluchures de légumes bio parce que les pesticides se concentrent principalement dans les épluchures et les peaux des aliments. Donc voilà, quand c'est pas bio, on évite, on jette. Mais quand on peut donner une seconde vie, le truc le plus simple, c'est de faire des chips avec des épluchures de pommes de terre, de carottes, de panais. Ça marche avec pas mal de légumes. Parce qu'on a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont parlé de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans des appartements et qui malheureusement peuvent pas faire de composteur. Quoique il existe aussi le lombricomposteur, on pourra en parler tout à l'heure. Et donc du coup, ils ne savent pas quoi faire de leurs épluchures.
C'est Ouais, parfait c'est ça. ça. On peut faire des chips, on peut faire comme des rostis de pommes de terre, mais à la place, on fait avec des épluchures. On peut tout simplement les faire sauter dans un wok avec un peu d'huile. On peut en faire des bouillons aussi. Alors, faut vraiment à chaque fois bien laver les épluchures parce que voilà, de la terre dans une assiette, c'est pas terrible. Mais voilà, on peut en faire un bouillon. On va mettre toutes les épluchures dans une grande casserole d'eau chaude. On va laisser infuser avec des aromates, etc. Et puis après, plutôt que d'acheter un cube de bouillon au supermarché, on aura un bouillon fait maison pour faire toutes nos préparations. Il y a plein de petites choses comme ça. Est-ce qu'on peut recycler les légumes pourris, nous demande Louis. Alors, quand ils sont vraiment pourris, non. Quand ils sont à moitié, on va dire une carotte qui est à moitié pourrie, on va simplement couper la partie qui est plus bonne et cuisiner le reste. Après, justement, sur les carottes, si c'est juste une carotte qui est un peu ramollo, elle n'est pas forcément pourrie, il suffit de la mettre 5 minutes dans l'eau et elle va retrouver tout de suite une seconde vie, elle va être beaucoup plus tonique et on va la réutiliser, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, quand c'est pourri, on coupe la partie du fruit qui est plus bonne pour utiliser l'autre. Et voilà, si c'est par exemple des fraises ou des pommes, avec le reste, on fait, je sais pas moi, de la compote, de la confiture, des choses qui n'ont pas besoin d'être belles dans l'assiette, mais qui vont apporter de la saveur dans une préparation qui n'a pas besoin d'être jolie en fait. On a Mélanie d'Auxerre dans Lyon, on nous écoute en direct là-bas. Comment faire pour que les fruits, justement, c'est raccord avec la question précédente, ne pourrissent pas, justement? Quels fruits se gardent au frigo et lesquels on doit garder, je sais pas, dans un panier à fruits, par exemple? Alors ça va dépendre vraiment de combien de temps on veut les garder ou pas. Quand c'est bien connu, si on a des fruits qui sont pas mûrs du tout, il faut me les laisser à l'extérieur du frigo pour qu'ils mûrissent tranquillement. Si on sent qu'on en a acheté un petit peu trop, là on les met dans le bac au frigo et ça va ralentir de 2-3 jours le processus et du coup on va pouvoir les garder un petit peu plus longtemps. Après il y a des légumes, des fruits qu'on met au frigo qui ne devraient pas vraiment y être. Je pense aux carottes, aux courgettes, même au melon. Le melon en plus ça imprègne le frigo et ça imprègne tout le reste des aliments, donc c'est vraiment pas terrible. Voilà, enfin, j'ai pas d'exemple concret en tête comme ça, mais la plupart du temps, quand même, on évite de mettre au frigo pour pas tuer le goût des aliments, et puis, sauf si on veut faire durer, prolonger la durée de vie. Claire, tu voulais compléter? Oui, je voulais juste partager une expérience. Alors moi, les fruits, je les déteste froids, donc je les aime mûrs, vraiment mûrs, et je ne les mets jamais au frigo. Été comme hiver. Alors l'été, ça peut être compliqué pour la pêche et l'abricot, mais bon, ça va. Ça tient quand même quelques jours. On et peut le mettre pourtant, dans des armoires avec des grillages, comment on appelle ça, des garde-manger, dans des garde-manger, voilà. oui, effectivement, c'est une très très bonne idée. Et puis, il y a une autre astuce que je fais. Après, je ne sais pas si à 100% ça fonctionne, mais j'avais lu que les bouchons en liège retardaient la maturité des fruits. Donc, il y a plein de bouchons en liège dans mon panier de fruits. Ça marche, ça? C'est vrai, Mathilde? C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais je testerai du coup. Voilà. Alors ça peut marcher, ouais, ça peut marcher. Et il y a d'autres astuces aussi. Il y a certaines associations de fruits qu'il faut pas faire dans un panier. Ah, ouais, on avait une question d'auditeur sur ça, effectivement. Ouais, il y a Quels fruits vont ensemble, pas ensemble. Ouais, il y a surtout des fruits à ne surtout pas mettre ensemble parce qu'ils accélèrent le mûrissement des autres. L'avocat et la banane, c'est connu. Si on a un avocat pas trop mûr, on y met une banane à côté ou une pomme et ça va accélérer le mûrissement de l'avocat. Un truc tout simple aussi, simplement y mettre une feuille de papier entre chaque fruit pour ne pas qu'ils aient un contact direct. D'accord. Simplement pour ne pas qu'ils communiquent entre eux et qu'ils vieillissent mal. Même les fruits de la même famille, du coup. Ouais, on peut, ouais. Si une fine feuille de papier, on va pas faire ça si on a une panière de fruits pour une famille de 5 personnes avec 3 kilos d'oranges et 2 kilos de pommes. Mais si on a qu'à 5 fruits dans sa panière qu'on veut les garder sur la semaine, c'est très facile. On avait une question de Leroy qui nous demande que peut-on congeler et qu'est-ce qu'on ne peut pas congeler? Qu'est-ce qui est surtout pas conseillé de mettre au congélateur? Mathilde? Oh, c'est vaste comme question. On peut congeler pas mal de choses. On peut congeler des fruits, de la viande, des légumes. Après, il y a des méthodes pour les congeler. Par exemple, pour des fruits, on va prendre l'exemple des abricots, on va pas les congeler entiers.
parce que ça marche pas. On va les ouvrir en fait en deux, on va retirer le noyau et on va les mettre à plat sur une plaque pour les congeler. Et une fois qu'ils sont congelés, là on peut les mettre dans un sachet. Si on les met directement dans un sachet ensemble, ils vont se coller ensemble. Quand ça va faire de l'eau, ça va vraiment pas être bon à la décongélation. Donc Pareil voilà, pour les après, cerises du coup? Les cerises, par Oui. exemple. Pas exactement, c'est exactement pareil pour les cerises. Le mieux c'est de les dénoyauter avant et on les coupe en deux, on les dénoyaute et on les met à congeler à plat et une fois que c'est congelé, on met dans un sachet. Ouais, parce qu'on a eu beaucoup d'éditeurs en ce moment, on est sur la saison des cerises, clairement, qui nous ont dit les cerises, de toute façon, on peut rien en faire, ça se congèle pas, voilà, et on les jette. Si. Jeter des cerises, horreur. Je l'ai fait avec celle de mon jardin l'été dernier et ça marche très bien. Pour en manger Donc, l'hiver, on peut- ça marche. Voilà, Ça. on peut en profiter toute l'année en plus, c'est cool. Et on fait quoi? Des confitures après avec? Des jus, des sorbets? Ouais, confiture, clafoutis, sorbet, un peu tout ce qu'on veut. C'est vrai que quand on les décongèle pour les manger comme ça nature, ça perd un petit peu son intérêt. Mais pour des préparations de pâtisserie, etc., ça marche très bien, quoi. Et après, non, juste une petite précision, on peut tout congeler pratiquement. La viande ou des choses comme ça, surtout si on congèle et qu'on décongèle, ne jamais recongeler, parce que là, Oui, ça. ça devient dangereux. Voilà. Après, on peut même congeler une boîte de lait qui est ouverte. Je parlais de l'astuce des bacs à glaçons tout à l'heure, mais ça marche aussi pour le lait. On peut verser son reste de lait dans des bacs à glaçons et on décongèle au fur et à mesure. Ça marche pour la sauce tomate. Et du coup, les crèmes fraîches, pareil. Les crèmes, par exemple. Ouais, pareil pour les crèmes fraîches. Vraiment, tout ce qui est pot ouvert et qu'on sent qu'on va pas les terminer, on peut les mettre dans des petits bacs et après les prendre au fur et à mesure. Oui, Claire? Oui, je voulais juste revenir sur la conservation par la congélation. La congélation est quand même assez énergivore. Donc, moi, personnellement, je me suis j'ai éteint mon congélateur et je passe par la conserve en pot, donc stérilisée. J'ai pas tout testé. Je suis une grande fan de sauce tomate. Alors, à la maison, on prépare beaucoup de sauce tomate en été. Et j'avoue que j'ai expérimenté ça les 2 dernières années. Ça marche super bien. Et donc, je n'ai plus besoin de congélateur. Et ça, c'est chouette. Ouais, c'est vrai. Il y a ça, il y a les conserves. On peut faire des pickles avec des légumes. On peut faire de la fermentation aussi. Ça permet de prolonger pendant des mois, voire des années, la durée de vie des légumes. En plus, ça apporte des nutriments qu'il n'y avait pas forcément à la base. Donc, il y a plein d'astuces comme ça. C'est vrai que c'est en plus beaucoup moins énergivore qu'un frigo ou qu'un congélateur. On avait aussi Olivier de Metz, dans l'Est. On nous écoute aussi là-bas et qui nous dit que faire avec du blanc d'œuf et les coquilles d'œuf. Voilà. Parce qu'il n'a pas de composteur, il ne sait pas quoi en faire. Les poules. Alors, les blancs d'œufs, il y a plein de choses. On peut faire de la meringue. Des mousses au chocolat légères. Chocolat. Par exemple, ça c'est bon. Des financiers. Il y a vraiment plein de recettes de pâtisserie à base uniquement de blanc d'œuf. Des rochers coco. Il y a vraiment plein de choses. Donc ça, en tapant sur Internet ou en allant sur mon blog, par exemple, j'ai tout un article sur ce que faire avec des blancs d'œufs. Donc ça, il y a plein d'idées. Après, les coquilles, quand on est en appartement, je vois pas trop. Moi, je sais que je les mets dans mon potager. En fait, je les broie et je les mets dans mon potager. Ça évite que les escargots et les limaces viennent manger mes plants de fraises, par exemple. Parce que, très efficace, je confirme. Ouais. Après, quand on a des poules, on donne aux poules. Après, on n'a pas chez soi. Mais à part ça, j'avoue, je sèche sur les autres astuces. C'est déjà pas mal, ça donne quelques petites idées à nos auditeurs. En appartement, il y a Oui. personne qui a des oui. idées de ce qu'on peut faire de coquilles d'œuf? Odile. Non, Levez la main. c'est pas pour répondre aux coquilles d'œufs, mais les coquilles d'œufs, effectivement, on peut les mettre dans le potager, dans le ça. potager. Je trouve que c'est l'idée excellente. Non, je me dis, je sais pas où tu habites, mais si tu es pas loin, serait bien de non, venir. justement, sinon elle serait venue. Salon anti-gaspi. Non, Le salon, Je parce suis en que Bretagne. il y a des Bretons qui vont venir. Il y a le frigo jaune qui vient de Bretagne. Mais je pense que c'est le thème du salon, c'est-à-dire que expliquer, sensibiliser et donner les astuces aux personnes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le problème de la plupart des gens, qui revient sur les problématiques des paniers, ont besoin d'avoir ces astuces. Qu'est-ce que je fais ?
Donc c'était ma petite remarque. Et juste un point par rapport à la coquille d'œuf. Moi, j'imagine 2 alternatives en pensant en démarche zéro déchet. Il y a le compostage en appartement. Qui est possible via le... Ça, c'est Marie de Venelle qui nous a demandé ça. Elle fait du lombricompost. On nous en a parlé. C'est très bien si vous en parlez pendant l'émission. Qu'est-ce que le lombricompost? On peut faire des composteurs dans l'appartement. Le lombricompost est entretient ses verres, accessible. visiblement. C'est très accessible. Il faut juste accepter de vivre avec des verres. Ce qui n'est pas toujours facile pour tout le monde, mais on s'y habitue. Et on ne s'en rend pas compte. Hein. On se rend... non, mais on le sait quand même. On le sait, mais on ne s'en rend pas compte. Pour en avoir un, c'est visiblement, on ne le voit pas. Et autre chose, on a la chance, en tout cas, sur la métropole d'Aix-Marseille, d'avoir la possibilité d'en bénéficier. Donc, pour un prix très, très abordable, on a la chance de pouvoir commander et se faire livrer un lombricomposteur ou même un composteur. Donc, c'est quand même une aubaine. Et j'imagine que ça doit se faire aussi sur d'autres métropoles. Gratuit dans l'agglomération toulonnaise. Ah ben voilà, génial. C'est bien ça. Vu qu'on nous écoute un petit peu partout en France, j'espère que des initiatives comme ça existent aussi partout où on nous écoute. Renseignez-vous. Et la dernière chose que je peux dire, et ça rentre aussi dans le cadre de la démarche zéro déchet, c'est une belle opportunité pour aller parler aux voisins ou peut-être à la maison qui vit juste à côté de vous, et parce qu'effectivement, c'est une super opportunité de faire du lien social. Odile ? Et pour ajouter, vous avez des villes, et Marseille le fait, des composts qui sont dans les jardins. Donc même si on est en appartement, on peut faire son petit seau et l'amener à ce compost. Et vous avez à Marseille, alors je ne sais pas si ça existe ailleurs, en tout cas vous avez chez nous le talus qui eux récupèrent tous les déchets tous les déchets compost. Donc je passe le message. Oui, la recherche de ces solutions m'a fait penser à proposer en fait aux auditeurs de contacter des traiteurs engagés. Les traiteurs de France, c'est un réseau de 39 traiteurs sur toute la France qui ont été accompagnés par Ecosphère, qui sont toujours dans la lutte anti-gaspillage. Et en fait, ces traiteurs qui sont engagés sur ces démarches de réduction à la production et puis à la consommation lors d'événements de tout type de gaspillage, en fait, seraient, à mon avis, très heureux d'être contactés sur tous les territoires. Alors ici en région sud, c'est Giry à Cannes, c'est Godefroy Traiteur à Olioul, c'est la Truffe Noire à Marseille. Contactez-les. Ils ont certainement aussi de très bonnes réponses aux questions des auditeurs. Traiteurs de France. On doit pouvoir trouver ça un petit peu partout en France. Très très bien. Très bonne initiative. Oui, Mylène ? Concernant les coquilles d'œufs, on a Éléonore qui a réagi, qui nous dit on peut entretenir les canalisations avec ou faire de la poudre pour nettoyer les plats et les casseroles. C'est vrai. Ah bah. Donc voilà, petit conseil pour tout le monde. Je savais pas. Merci beaucoup Mathilde de tous tes précieux conseils. J'espère que ça va guider et donner des idées à nos auditeurs. Merci. Avec plaisir, merci. Au plaisir Mathilde. Très bien, au revoir. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Nous recevons donc dans cette émission Sébastien qui est le créateur du premier magasin 100% vrac du Var. Ça s'appelle le Bric à Vrac. Très bien trouvé ce nom d'ailleurs. Tu pourras peut-être nous expliquer d'où il vient. Peux-tu déjà te présenter un petit peu plus en détail du coup et nous dire déjà comment est venue l'idée de ce magasin ? L'idée, c'est un très très long cheminement. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte. Mon éducation, mon parcours professionnel qui a été d'abord la grande distribution typé hard discount où on gaspille énormément, où on est là pour vendre et jeter un maximum. Après, la grande distribution bio qui a déjà un peu plus de conscience, quoique, il y avait quand même quelques faces cachées qui étaient un peu compliquées. Et à un moment donné aussi, pas mal de clients qui ont commencé à arriver il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en 2016-2017, qui commençaient à venir avec des bocaux, quelque chose de très louche. Un bocal pour remplir pour mettre sa nourriture dedans. Son propre emballage, c'était hallucinant. Ça se fait, j'ai déjà vu chez des bouchers par exemple. Voilà, avant le Covid. Voilà, en 2016, c'était encore assez. Ça se fait toujours. C'était encore assez rare. Même pendant le Covid. Ouais, ça se fait. On continue. Malgré tout, même si c'est très difficile à gérer, mais on le fait quand même. Et donc, l'idée, elle est venue comme ça, à un moment donné. Comment pouvoir, justement, éviter d'imposer des quantités de nourriture aux gens, aux clients,
j'avais déjà un petit rayon de vrac dans mon magasin bio et je me suis dit mais tout est possible, on peut peut-être trouver des solutions pour tout type de produits. Et de fait, en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de possibilités. Donc l'idée est venue en 2017 et en 2018, je concrétisais l'ouverture du magasin. Ça s'est décidé très très rapidement et j'ai ouvert avec à peu près 200 possibilités de produits en vrac à l'époque. C'était déjà un truc, c'était la folie, c'était beaucoup. Et maintenant, avec l'évolution des choses, en ayant appris à sensibiliser les clients, en ayant sensibilisé aussi pas mal les producteurs, les industriels, les grossistes, etc., on arrive à proposer maintenant quasiment tous les produits au détail. Mais quand je dis détail, ça vient du gramme de flocons d'avoine au centilitre de produits vaisselle. C'est très, très, très large. Justement, sur ça, on avait une question. Est-ce qu'on peut vendre tout type d'aliments dans un magasin de vrac? Est-ce qu'il y a des règles sur certains produits à respecter? Alors non, on ne peut pas encore vendre tous les aliments en magasin vrac. Il y a des choses déjà, il y a déjà une règle générale pour le frais, par exemple. C'est pour l'instant encore réservé aux professionnels du frais, c'est-à-dire un charcutier, un fromager ou une grande surface à la limite. Mais les magasins vrac ne sont pas équipés pour ça. Il y a des règles à respecter, des règles d'hygiène qui sont très strictes, qui ne sont pas applicables sur des produits secs. Toi, Sébastien, tu as l'idée d'ouvrir un restaurant avec les invendus de ton magasin? Alors, ça faisait partie de la première idée du projet de base. Je voulais, justement, pour gaspiller le moins de produits possible, pouvoir cuisiner les produits que je vendais et utiliser tout ce qui était en limite de date, pouvoir le recuisiner et le retransmettre aux clients tout en gardant des normes quand même sanitaires acceptables. Ça ne s'est pas fait pour des raisons logistiques, pour une énergie qui était déjà pas mal consacrée sur le vrac en lui-même. Et depuis 4 semaines, j'ai trouvé une partenaire qui partage le local avec moi et qui du coup recuisine tous mes invendus. C'est une bonne initiative. Ça peut inciter peut-être d'autres magasins de vrac en France. Pourquoi pas à faire ça? J'espère que ça donnera des idées à d'autres parce que maintenant je vois que mes poubelles à moi en tant que magasin vrac et surtout vendeur de fruits, et vendeur de fruits et légumes aussi, parce que c'est ça qui génère un maximum de déchets. Mes déchets se sont réduits à peau de chagrin, quoi. C'est incroyable. Et en plus, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui pratique aussi la consigne sur les plats, donc on ne génère pas non plus de déchets dus à la vente à emporter. Donc tout est emporté en plat en verre. Et c'est le projet initial qui a vu le jour il y a 3 semaines maintenant. Très bonne idée, du coup, si ça peut donner d'autres idées un petit peu partout en France où on nous écoute. Donc, c'est bien. Ouais, du coup, vraiment, le truc, c'est que là, on a beaucoup parlé de la fin de vie du produit. C'est ça, ouais. Le magasin vrac, il est plutôt sur le début de vie, il est en amont de tout ça. On fait en sorte que le client, le consommateur ne prenne que la quantité. Alors justement, c'était la question suivante. On voudrait savoir comment ça marche concrètement un magasin de vrac. On l'a dit, il y avait 200 magasins, 400 magasins l'année dernière, donc c'est en plein boom. Ouais, exactement. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est très simple. Alors, il y a 3 types de clients. Il y a d'abord le premier client qui est déjà très habitué à ça, donc qui vient déjà équipé avec toute sa panoplie. Ça, c'est vraiment le client, pas le client parfait, on va pas dire ça, mais le client qui est averti en tout cas. Il vient avec tout ce qu'il peut contenir et propre. Parce que ça, c'est très important. On ne peut pas venir avec n'importe quel contenant, pas lavé ou pas passé au lave-vaisselle. Non, il vient avec des pots en verre, avec des sacs en tissu réutilisables, avec des bouteilles pour tout ce qui est liquide, avec des sacs en papier qu'il réutilise. Je vois des fois des sacs en papier de primeurs qui ont une 30e ou 40e vie, quoi. C'est incroyable. Les gens les gardent religieusement de magasins qui ont fermé depuis 10 ans et ils les ont toujours, quoi. Ils les réutilisent. Donc c'est super. Moi, ça me va. C'est l'ancienne génération, ça. Ouais, non, mais oui, justement. Tiens, si je dois donner une pyramide d'âge, c'est ça. Sébastien, ouais, voilà, c'est ça. Quel âge ont les clients? Alors, au début, c'était incroyable. C'était vraiment la même catégorie socio-professionnelle, le même type de personnes, c'est-à-dire, je suis désolé, la ménagère entre 30 et 40 ans qui a un ou deux enfants et qui venait super intéressée par ça. Et puis ça s'est très vite élargi par le bouche à oreille et par justement une certaine animation du point de vente. Maintenant, je pense que mes plus petits clients doivent avoir 6-7 ans et ils viennent chercher leur quantité de bonbons dans un sac en tissu. Ils viennent avec leurs piécettes et les plus âgés doivent avoir 80 jusqu'à 90 ans et qui viennent juste chercher leurs 100 grammes de farine parce qu'ils ont envie de se faire une crêpe.
Et ils ne sont plus obligés d'acheter leur paquet de farine qui va terminer chez nos amis les mythes, quoi, et qui va terminer à la poubelle. Donc du coup, concrètement, puisqu'on t'a arrêté un petit peu dans ta lancée, on arrive avec nos pots, éventuellement. Oui, si voilà, on n'en a pas, il y en a sur place. Il y a un cours du jetable, malheureusement, des sacs en papier, mais il y a aussi, je peux fournir des bocaux réutilisables, des contenants réutilisables, notamment pour tout ce qui est liquide, parce qu'on ne se balade pas toujours avec ses bouteilles vides dans la voiture. C'est vraiment 3 possibilités. On a les siens, je fournis, ou alors on utilise leur jetable, entre guillemets, qui est le papier. Voilà. Est-ce qu'il y a des freins psychologiques de personnes à acheter en vrac? Quels sont ceux que tu as rencontrés? Le plus gros, c'est les mythes. Vraiment. Enfin, sur beaucoup de produits. Les gens craignent vraiment d'être infestés de ces bêtes parce qu'ils ont cette expérience de supermarché où on ne gère pas trop les rayons vrac, où on pose un truc au milieu du rayon et puis une fois que c'est vide, on remplit, mais on ne fait pas trop attention à ce qui se passe. Dans les magasins vrac, en général, enfin, je peux parler au nom de la plupart de mes collègues, c'est vraiment quelque chose, on est formé là-dessus par un réseau professionnel qui s'appelle le réseau vrac, qui nous donne quand même des tutos, des tuyaux sur la gestion justement de ce genre de choses. On a une surveillance accrue aussi de ce genre de risque. C'est vraiment le frein le plus grand. Le deuxième, c'est le prix. Justement, beaucoup d'auditeurs pensent qu'acheter en vrac, ça coûte cher. C'est une idée reçue. On pose déjà la question du côté de l'acheteur. Comment on gère du coup le budget? Alors, ça l'a été plus cher. Parce que ce n'est plus le cas. Au tout début, si on choisissait vraiment les bons produits, il n'y avait pas trop de grosses différences avec l'emballage. Mais parce que les fournisseurs ne jouaient pas le jeu. Maintenant que les volumes sont beaucoup plus grands, les fournisseurs jouent le jeu. Et donc, on a des différences très très grandes entre les prix en emballage et les prix en vrac à produit égal. Parce que en magasin vrac aussi, on va choisir le produit qui tient un certain temps dans nos contenants à nous, qui sont des silos, des bacs et des choses comme ça. On ne peut pas se permettre d'avoir des produits. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une date. Si on prend une date bas de gamme à un prix défiant toute concurrence, 3 semaines après, dans le bac, elle est foutue, elle est immangeable. Si on prend une date de très bonne qualité qui va coûter 20 à 30% plus cher, elle va tenir très longtemps, elle va garder toutes ses qualités nutritives. Deuxièmement, il faut vraiment prendre les quantités nécessaires à sa propre consommation. Donc, il faut réapprendre à consommer. Pour des pâtes, par exemple, on conseille de prendre 80 grammes par personne pour un repas. Donc, si on est 4 à la maison, on prend 4 fois 80 grammes, pas plus. On n'a pas besoin de plus, en tout cas, on prévoit ses repas. On se retrouve souvent quand on achète des pâtes en paquet avec son festival de pâtes du dimanche soir, avec tous les bouts de paquet qui nous restent. C'est un peu ça. Et ça, c'est pas du gaspillage, mais on ne peut pas identifier le coût de ce genre de choses. Tandis que nous, on est là, on sait exprimer vraiment quel est le coût de votre consommation. Alors là, on a posé la question déjà aux côtés de l'acheteur, du vendeur, on va dire plutôt. On va se retourner par exemple vers Claire. Tiens, par exemple, comment gères-tu toi ton budget à ce niveau-là? Oui, alors justement, je voulais rebondir. Oui. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu le client exemplaire selon ta description. C'est-à-dire que je vais en magasin avec mes propres. Mais ils sont de plus en plus. Hein. Oui, ouais. Tant mieux. Et le jour où je suis passée au bocal, je me suis dit, allez Claire, cette fois, t'essaies. Parce qu'en fait, j'avais une très mauvaise expérience. J'avais pris des sacs en papier. J'avais chargé mes sacs en papier de fruits secs et tout ça. Et là, je passe la caisse. Et juste après la caisse, mon sac se casse. Tout se retrouve par terre. Et donc, j'ai pris conscience du fait que ce soit quand même assez compliqué de faire ses courses avec du sac en papier. D'autant plus que c'est pas durable, que même si je voulais les utiliser, moi je trouve qu'au niveau hygiène, réutiliser un sac où j'ai mis des noix de cajou et la prochaine fois y mettre des céréales, je suis pas trop. Enfin là, je trouve qu'au niveau hygiène, c'est pas suffisant. Alors il y en a qui notent carrément. Voilà, donc il faudrait noter, ok. Et puis de toute façon, il y a le risque, ça tombe. Et puis quand on arrive à la maison, il faut transvaser. Et donc il faut aussi un accessoire pour transvaser, pour éviter d'en mettre de partout. Et donc finalement, c'est assez compliqué. Donc, j'ai décidé de partir un jour avec mes bocaux. Je me suis équipée, j'ai mes petites caisses en carton avec tous mes bocaux. Je fais mes courses, je charge, je rentre à la maison, je range. Alors, certes, en amont, il faut que je m'organise. Il faut que je compte le nombre de bocaux dont j'ai besoin pour faire mes courses. Mais quand je rentre, c'est un véritable plaisir. J'arrive, je rentre tout dans mes placards. Je n'ai plus qu'à mettre ma caisse en carton dans ma voiture à nouveau.
Donc j'invite vraiment tout le monde à tenter cette expérience. J'avoue que j'ai mis beaucoup de temps à me décider, mais le jour où je l'ai fait, je me suis sentie libérée. Et puis libérée aussi parce que finalement, en achetant beaucoup en vrac, un grand avantage, c'est que quand on rentre à la maison, on n'a plus besoin d'aller au container de tri, si on trie. Moi, j'ai toujours trié. J'ai eu la chance d'être Erasmus, de partir en Finlande. Et depuis ce temps-là, je trie. Je ne fais plus mes courses avec des sacs en plastique. Et ça fait On va en parler presque tout ça 20 en ans. troisième partie, effectivement. Voilà. Et il s'avère que finalement, de rentrer à la maison et de plus avoir à ressortir, parce que, et ça je m'en souviens bien, je me souviens de mes dernières expériences chez Carrefour, où je rentrais à la maison, je devais tout désemballer, tout ranger. J'avais les mains sales aussi, faut pas oublier ça, parce qu'il n'y a rien de propre dans tout ça. Et finalement, il fallait que je retourne au container à tout jeter. Et il y avait même eu des époques, il y a 15-20 ans, où justement les supermarchés, les caissières emballaient dans des sacs plastiques. Ça existait. Alors, je sais pas si tu as connu, Claire, ça. Oui, tu faisais tes courses mais dans ça un fait supermarché et la caissière remplissait les sacs. Puis elle mettait 3 pauvres articles dans un sac en plastique, quoi. Et à la fin, tu te retrouvais avec 50 sacs en plastique dans ton chariot. Ouais, Voilà. ouais, C'est un et on ancien stockait temps. les sacs, ouais. Odile, oui. Oui, en fait, on revient vraiment en arrière, que ce soit Sébastien ou Claire. C'est-à-dire que l'époque. Alors, moi, je suis là, pour préciser, je suis la plus vieille de la table. Donc, il y avait cette génération de nos parents, pas d'eux, mes parents, dans les années 60-70, ils allaient chercher la mode de beurre dans un papier ou dans un contenant, journal. Donc, on revient en arrière. On achetait en vrac. Et puis, il y a une autre chose qui est importante, et je pense qu'il faut faire le calcul. Quand vous allez en grande surface, moi je supporte pas, mais j'ai jamais supporté parce que c'est la foule. Vous voyez des chariots pleins. Pourquoi ? Parce qu'il y a les têtes de gondole, la promo, Oui, ça machin. incite les gens à tout acheter, même parce qu'ils n'ont pas besoin. Exactement. Et donc, dans la bourse, je peux vous dire que si on fait le comptage, ok, achetez du vrac. Peut-être un peu plus cher, mais on va prendre ce dont on a besoin. Et au final, l'addition coûte moins cher. Exactement. Et puis si on le fait en passant devant, en rentrant le soir. Et puis, voilà. acheter en vrac, ça implique aussi acheter pas mal d'ingrédients de base, en fait. Donc, pas de produits transformés. Ce qui permet quand même de diminuer le coût. Donc meilleur pour la santé. Oui, voilà. C'est ça. En coût aussi, meilleur pour le portefeuille, clairement. On parlait tout à l'heure des cookies à base de pain. Des cookies faits à la maison avec les ingrédients de base achetés en vrac seront 3 fois moins chers que des cookies achetés chez Lidl et les qualités nutritives n'auront rien à voir. On cale son enfant avec un cookie, mais je pense pas qu'on le cale avec 4 cookies de Lidl, quoi. Et petite précision, dans mon cas, je n'ai pas eu d'augmentation de budget en changeant radicalement ma façon le lieu de consommation, mes courses, le supermarché, je n'y vais plus et c'est pas pour autant qu'on dépense plus et on est une famille de 4, donc on a quand même un budget. Sébastien, du coup, ton magasin, lui, il est situé à Saint-Cyr-sur-Mer, hein, mais Ouais, comme tout à fait. évoqué en introduction de l'émission, il y a aujourd'hui, en tout cas, 400 magasins, et c'est en plein boom, de vrac en France. Nous sommes donc écoutés un petit peu partout, en France, on l'a dit. Comment on peut trouver le magasin le plus proche de chez soi ? Alors, il y a quelque chose de très, très, très sympa qui a été créé un petit peu après ma création de magasin. Ça a été créé par France Inter, entre autres, qui a été très acteur dans ce domaine. Ça s'appelle Carte au vrac, tout simplement. C'est un site qui s'appelle Carte au vrac, qui répertorie tous les points de vente vrac, que ce soit supermarché bio ou magasin vrac, et c'est très bien différencié sur la carte. On vous géolocalise, où on rentre une adresse et on trouve tout simplement le magasin vrac le plus proche. Moi, on a pas mal de touristes ici à Saint-Cyr, et quand ils rentrent dans la boutique, ils se disent « Ah, c'est chouette votre magasin, mais moi, j'en ai pas près de chez moi. » Je dis « Si, attendez, on va sur Carte au vrac et on trouve toujours un magasin près de chez eux, d'où ils viennent. » À l'époque, c'était peut-être vrai il y a 2-3 ans. Là, maintenant que c'est les magasins, Non, maintenant, il y en a vraiment de plus en plus. Il y en a partout. On l'a dit. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est que c'est un type de magasin qui arrive aussi en milieu rural beaucoup plus facilement que d'autres. Chose qui existait, qu'on pensait réservée aux citadins, ce n'est plus le cas. C'est vraiment aussi un type de magasin qui arrive en milieu rural parce qu'il y a ce côté petite épicerie de village où il y a beaucoup de contact avec les clients et on peut proposer des produits différents à une population, à un bassin de clientèle très réduit. Très bien. On va attaquer, on va aller tranquillement dans notre troisième partie. On se retrouve dans quelques secondes.
Avis, partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Faut qu'on en parle, dernière partie. Avant de passer à notre dernière partie orientée sur la démarche zéro déchet, nous avons encore quelques réactions d'auditeurs à vous citer. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Marc de Tournefeuille, le zéro déchet, je suis convaincue depuis 3 ans, je m'y mets à fond en famille, c'est devenu un jeu et c'est assez bluffant. Nous n'avons presque plus rien dans nos poubelles et ce n'est pas une contrainte, c'est du bon sens. Mettez-vous-y, vous verrez, c'est simple et c'est vraiment bon pour notre planète que nous allons laisser à nos enfants. On a Magali de Saint-Péret, à côté de Valence dans la Drôme. On nous écoute là-bas aussi. Vous vous rendez compte quand vous dites dans votre vidéo bande-annonce « Jetez moins pour sauver la planète », c'est impossible. Comment voulez-vous faire avec tout ce qu'on achète est emballé? On nous sert que des produits avec des beaux packaging pensés par le marketing pour qu'on achète toujours plus. Brice de Saint-Fargeau qui nous dit « Et les conteneurs poubelles elles-mêmes, on en parle. Dans mon agglomération, on les change régulièrement car les éboueurs les défoncent en les balançant comme dans toutes les communes. On est loin du zéro déchet là. » 81% des Français ont entendu parler de la tendance zéro déchet et 91% considèrent qu'il est important de les réduire. Cependant, plus de la moitié des Français considèrent que c'est une contrainte forte et ne le font pas. Nous allons tout vous expliquer pour s'y mettre et prendre les nouvelles bonnes habitudes avec nos invités. Et nous recevons Jérémy Pichon de Famille Zéro Déchet au téléphone. Bonsoir Jérémy, peux-tu te présenter? Quel est ton parcours et comment est venue l'idée de faire du zéro déchet? Tout ça en une question. Allez, alors. Ouais, comme ça tu as carte blanche. Vous êtes motivé, vous êtes fou de m'appeler à cette heure-ci là, après l'apéro. Comme ça. Bon, on va essayer. Jérémy Pichon, exactement. Je suis le papa de la famille Zéro Déchet. Mon parcours, j'ai passé une vingtaine d'années dans les ONG environnementales, à été protéger la montagne, l'océan, et j'ai commencé à ramasser les déchets, c'était en 2001. À l'époque, je gérais une association qui s'appelait Mountain Riders à la montagne, donc on attendait que la neige fonde et on allait dans les stations de ski ramasser les déchets sous les pylônes, et on ramassait des mégots, des déchets en tout genre, etc., au bord des rivières, et c'est comme ça que les déchets sont rentrés dans ma vie. Voilà, donc ça fait un petit moment, ça fait 20 ans maintenant. Et puis, comment j'ai commencé le zéro déchet? Ça n'existait pas à l'époque, c'était en 2014. À l'époque, je travaillais pour Surfrider Foundation. C'est fou, ça, 2014. Pourtant, c'est hier. Enfin, c'est il n'y a pas longtemps. C'est dingue. Ouais, mais ça n'existait pas en 2014. Il n'y avait rien. Hein. C'est vrai. Il n'y avait rien. Moi, je militais avec Surfrider depuis des années. J'étais salarié, je travaillais à Biarritz sur des problèmes de qualité de l'eau et notamment des déchets aquatiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos océans sont remplis de déchets. On estime que c'est à peu près 14 millions de tonnes annuelles qui tombent dans nos océans dans le monde. Donc, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan d'ici une vingtaine d'années, 2040. Donc, autant dire que c'est demain. Donc, quand on parle de zéro déchet, c'est pas une mode, c'est pas un effet, de médias. C'est une lame de fond. Il y a un besoin rapide et urgent de changer nos habitudes et d'arrêter de polluer notre écosystème. Donc, c'est ce que je racontais en 2014, tu vois, à Surfrider. J'emmenais tout le monde sur la plage ramener le plastique. Et j'expliquais un petit peu le fléau qu'était ce plastique-là et le symptôme de notre société de surconsommation, quoi. Donc voilà, et je rentrais chez moi et je mettais du plastique dans ma poubelle. On s'est dit, c'est pas possible, comment ça se fait que nous, qui sachons, qui faisons des efforts, qui sommes écolos, on a toujours des déchets dans notre poubelle. Donc on a pris la poubelle, on l'a renversée dans le jardin, et ça, j'invite nos auditeurs à le faire. C'est assez... D'abord, c'est rigolo. On se bat pour savoir qui a acheté les trucs qu'on a dans la poubelle, les emballages de goûter ou quoi. Nous, on a fait ça et on a regardé ça. On s'est dit, à partir de là, est-ce qu'on peut vivre sans tout ça? Voilà, c'était la question qu'on s'est posée. En 2014, il n'y avait pas de magasin de vrac, pas de zéro déchet. On s'est dit, OK, on va se lancer. Tout le monde nous a pris pour des fous. Et puis, on a eu des résultats. Parce que la première année, on est passé d'une poubelle tous les 3 jours, toutes les semaines, à une poubelle par mois. La deuxième année, on est passé d'une poubelle en 6 mois. Et la troisième année, on est arrivé à faire un bocal de déchets, c'est-à-dire à peu près 1 litre, le bocal de grand-mère où on met les haricots verts. Donc voilà, donc on s'est dit, ça marche. On a fait un blog et ça a bien marché puisque tout le monde est allé le voir. On a quasiment 4 millions de personnes dessus. Un éditeur est venu nous voir, on dit, il faut faire un guide pratique de votre truc, ça marche. Et pour nous, le zéro déchet était là, est né. Et puis ça a pris après avec Zero Waste France, qui est une association qui marche bien à Paris. Et Bea Johnson qui avait lancé un bouquin à peu près en même temps que nous. Voilà, et le zéro déchet est parti et ça a été fulgurant. On a été complètement dépassé. Il y en a partout dans tous les pays. Moi, je suis allé un petit peu sur tous les continents.
faire des conférences, il y a des collectifs de partout, c'est assez incroyable. Donc voilà un petit peu le périple pour faire rapidement comment tout ça est né. Il y a 39% des gens qui pensent que réduire ses déchets a un coût et que c'est contraignant. Qu'en dites-vous? On va faire un petit tour de table, on va demander à Odile. Alors oui, en fait c'est toujours pareil. Il faut sensibiliser et pas. Vous savez quand on dit c'est interdit, il faut pas faire, etc. Donc je pense qu'il faut le faire petit à petit. Oui, on peut y arriver. Moi je le fais. Alors après quand on est en famille, c'est pas toujours simple. Bon donc mais on peut y arriver. Alors moi j'étais allée te voir à Marseille quand tu avais fait ta conférence. Je trouvais ça passionnant et on a été quelques-uns à prendre des idées. Et c'est vrai qu'on s'est dit voilà, prenons chacun une idée. On va l'appliquer, puis un mois après, on va faire une deuxième idée. Et je pense que petit à petit, on peut y arriver. Je suis loin de là à 1 litre par an. Mais c'est vrai que si on fait du vrac comme Sébastien, si on fait comme Phoenix et Ecosphère, où on va acheter des produits en panier, donc on revient au vrac, si on fait comme Claire, je pense que petit à petit, on va y arriver. Mais on va passer par la sensibilisation. Et c'est vrai que à la fin de ta conférence, je me suis dit waouh. Alors comment je vais faire? Parce que en travaillant en parallèle, mais je me souviens que tu avais dit voilà. Ça remue. Mais si chacun fait déjà un quart de ce que tu fais, ouais. On va demander par exemple à Sébastien comment il fait. Sébastien, 39% des gens pensent que c'est réduire ses déchets, ça a un coût. Ça coûte de l'argent, que c'est très contraignant. J'ai pas répondu à cette question. Ouais, c'est vrai. C'est la question qu'on va poser un petit peu à tout le monde autour de la table. On veut vos réponses. Alors, c'est contraignant, c'est pas contraignant. Non, justement, parce que il y a justement un côté ludique, comme on disait tout à l'heure. Comme un jeu, en fait. Comme un jeu. Et il faut commencer. Oui, exactement. Ouais. Il faut commencer par d'abord de la pédagogie avant de passer à l'action. Donc, faut placer les bases du zéro déchet, placer les bases, nous, dans le vrac, notamment le livre de Jérémy est un très bon support pour moi, pour la vente en vrac d'ailleurs. Ouais, j'ouvre certaines pages et je montre aux clients que les choses sont possibles et ne sont pas si chères que ça. Continue, n'arrête pas. On allait laisser la main tout à l'heure à Jérémy pour qu'il nous parle un peu de ses bouquins, mais tu fais la promo. Ouais, je laisserai développer parce qu'il en a quelques-uns très très sympas et justement qui sont des bons supports pour commencer. On voulait citer quelques exemples. Mais justement, il y a beaucoup de preuves là-dedans. Et c'est la pratique qui prouvera justement que ça n'a pas un coût. Je pense que dire que le fait que ça a un coût, c'est juste ne pas connaître le sujet. Il faut essayer sur un sujet ou deux, où je reviens à mes fameux cookies par exemple, que cette personne essaie avec les cookies. Il verra que ça n'a pas un coût justement, au contraire que c'est beaucoup moins cher et que c'est pas si chronophage que ça. Et c'est meilleur. Claire. Oui, alors moi je rebondis. En fait, c'est pas le zéro déchet qui a un coût, ce sont les déchets qui coûtent. Et je pense qu'on personne n'en a conscience, mais lorsqu'on traite des déchets, cela représente un énorme budget. Je ne sais pas si Xavier a des chiffres là-dessus, et ça serait chouette que tu puisses en parler. Moi, je les connais pas. Je sais comment ça se passe, et je sais que nos déchets sont incinérés quand on doit construire une usine pour brûler des déchets et réduire l'impact environnemental avec des filtres poussés et fabriquer de l'énergie avec l'énergie générée par le brûlage de nos déchets. Je pense que ce sont des millions et des millions d'euros. Et ça, on n'en a pas conscience. Un incinérateur, nous, dans la région marseillaise, dans le département des Bouches-du-Rhône, nos déchets sont traités de deux façons. Soit ils sont incinérés, ça représente la moitié de la population, c'est Marseille et 17 communes, 410 000 tonnes de déchets par an. Et tout le reste est encore enfoui. On a aussi dans notre région la décharge la plus ancienne d'Europe et la plus grande d'Europe, qui a 100 ans, qui pollue aujourd'hui les sols. Ça s'appelle la décharge d'Entressin. Un petit peu sur tout le territoire. Hein. Il y a ça ici et c'est un petit peu partout. Ouais, en voilà, France, mais voilà. Après, je parle parce que c'est vrai que nous, dans le cadre de notre association, on sensibilise beaucoup les gens du département. Donc, je connais un peu plus la problématique de notre département, mais effectivement, c'est sûr, ça se reporte ailleurs. Et ça a un coût financier parce que collecter des déchets, les brûler ou même les enfouir, il y a des entreprises qui gèrent ça, entreprises privées.
Donc forcément, ça a Un coût coût direct, pour la collectivité. justement par rapport aux gens qui pensent que réduire ses déchets, ça a un coût. C'est tout l'inverse. Ils vont réduire leurs déchets, Exactement. leur taxe d'ordures ménagères va baisser, peut-être parce qu'au lieu de passer 3 fois par semaine pour ramasser les poubelles, passeront peut-être plus qu'une fois, ou une Tout fois à tous les fait. 15 jours. En Donc ils payeront moins cher. En théorie, on devrait avoir des taxes incitatives dans les prochaines années. Et ça, je pense que ça va peut-être faire comprendre. En fait, on a un véritable enjeu, on a un problème, c'est qu'on ne peut plus continuer à produire de déchets. On doit continuer à faire des trous, ça nous coûte beaucoup, ça a un coût environnemental, ça a un impact environnemental. Entretenir un incinérateur, c'est très coûteux aussi. Et donc au final, pour réduire nos coûts, le mieux, c'est de réduire notre volume de déchets. Donc aujourd'hui, je pense que les collectivités prennent un petit peu ça en main, de par des obligations, parce que depuis 2015, ils sont censés tous avoir des plans de prévention des déchets, qui ne sont pas tous en place. Et donc, c'est important de prendre conscience que le coût, c'est vraiment le déchet. Donc, si on commence à réfléchir autrement, à chercher à réduire notre production de déchets, on va forcément faire des économies. Et dans la démarche zéro déchet, toute notre façon de consommer se base sur une réflexion qui est, dans un premier temps, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Je pense que là, Jérémy Pichon pourrait très bien continuer à en parler parce que son bouquin est extraordinaire et moi aussi, c'est ma Bible. Xavier ? Oui, alors, Jérémy, vous êtes en Mayenne, c'est ça ? Non, je suis dans les Landes, je suis au bord de l'océan, à Cabreton. D'accord, ok. En France, le gaspillage, c'est 16 milliards d'euros de produits gaspillés au niveau mondial. C'est 750 milliards d'euros la valeur des produits gaspillés qui sont estimés comme étant supérieurs au coût environnemental de ces produits gaspillés, qui est d'environ 750 milliards de dollars de produits gaspillés au niveau mondial, 700 milliards de dollars de coût environnemental. Et donc, en fait, ce que je résume, en fait, qu'on soit un particulier, un consommateur, un citoyen, ou quand on s'adresse à des entreprises, la réalité, le principe, c'est que le coût de ne pas agir est supérieur au coût d'agir. C'est ça qu'il faut marteler, en fait. Qu'on soit chez soi, comme on l'a expliqué à l'instant, ou qu'on soit une entreprise, une collectivité locale, il faut prendre conscience de ça, eu égard aux enjeux climatiques, aux enjeux écologiques, et puis aussi à des enjeux de bien-être social dans la relation qu'on doit rénover, régénérer de chacun d'entre nous avec la nature, avec l'environnement. Très bien. Justement, Claire, on va te relaisser la parole pour que tu nous expliques, puisque tu es présidente de l'association Planète Zéro Déchet. Peux-tu nous parler déjà de ton association et pourquoi tu l'as créée ? Oui, alors l'association Planète Zéro Déchet, elle est en région marseillaise. Et notre but, c'est de sensibiliser le grand public et aussi les enfants en milieu scolaire, faire découvrir les enjeux autour des déchets, les problématiques auxquelles nous faisons face, mais surtout réfléchir ensemble sur les solutions. Alors, dans l'association, on a une philosophie, c'est que on est un peu moins. Notre objectif, c'est pas que tout le monde termine avec un bocal à la fin de l'année, même si ça serait évidemment génial. Et en tout cas, moi, ça fait partie de mon projet, mais il est hors de question de l'imposer à tout le monde. Notre but, c'est plutôt d'accompagner chacun pour que chacun trouve sa façon d'initier une démarche de réduction des déchets, ou en tout cas d'avancer dans sa démarche de réduction des déchets. Parce que ce qu'on dit tout le temps, alors c'est pas du tout nous qui l'avons dit, on sait pas qui a été la première personne à le dire, mais la planète n'a pas besoin d'une poignée de personnes parfaitement zéro déchet, mais de 7 milliards d'êtres humains qui font de leur mieux. Donc si on est 7 milliards d'êtres humains à ne plus utiliser de paille, on aura 7 milliards de paille en moins qui termineront en mer. Si on a 7 milliards d'êtres humains qui ne consomment plus de sacs plastiques par jour, on aura 7 milliards de sacs plastiques en moins qui termineront dans la nature ou en mer. Donc en fait, c'est chacun de nos petits gestes qui va avoir un impact fort. Et on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin d'être parfait, on a juste besoin de faire des efforts.
Alors justement, on parle des sacs plastiques, on peut parler par exemple des bouteilles plastiques, puisqu'il y a quelques années en France, il y avait la consigne sur les bouteilles. On payait une somme à l'époque au vendeur et on devait ramener sa bouteille. Un principe connu par exemple aujourd'hui pour les bouteilles de gaz, ça existe toujours ça. Pourquoi ça s'est arrêté en France? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui le continuent? Et est-ce que c'est un bon moyen, la consigne, pour tendre vers le zéro déchet? Claire? Oui, Sébastien. Il y a des pays qui n'ont jamais arrêté, tout simplement. Moi, je suis originaire de Belgique. C'est quelque chose qui n'a jamais cessé, la consigne. C'est tout à fait logique. Il y a des pays comme le Costa Rica, par exemple, où votre bouteille plastique est consignée. Votre bouteille de Fanta, qui est du groupe Coca-Cola, qui produit énormément de plastique, consigne quand même sa bouteille. Vous êtes obligé de la ramener au magasin. Vous n'êtes pas bien vu si vous la ramenez pas. Donc voilà, nous en France, on a sur la consigne, on est encore. Après, je laisserai. Ce sont des consignes un peu, disons, fictices parce que le plastique n'est pas réutilisé. Costa Rica, un petit peu quand même, ils ont un peu plus de conscience, mais c'est surtout l'acte de consigne qui est déjà pas mal. Et surtout sur le verre, de toute façon, la consigne, c'est la logique. Donc ici en France, on n'est pas encore bien au point à ce niveau-là. Mais il y a un petit coup d'accélération depuis la période Covid, justement. Pas mal, justement, de brasseurs, de producteurs de vin aussi s'y remettent petit à petit avec des usines de lavage qui se remettent en place dans toutes les régions. Et c'est quelque chose qui est pas mal. Ici, on a la chance, par exemple, d'avoir une brasseresse qui a été pionnière dans le domaine de la consigne de bière. On a l'eau aussi qui revient en bouteille consignée. J'ai eu la chance de pouvoir relancer ça ici et faire partie des 4-5 magasins à pouvoir relancer l'eau en bouteille consignée. Pour le grand public, pas pour les professionnels, puisque pour les professionnels, ça ne s'est jamais arrêté. On a des cosmétiques aussi en consigne maintenant. On a quelques marques en France maintenant qui pratiquent la consigne pour le déo, pour le dentifrice. Enfin, c'est à mon avis une des solutions d'avenir. On a... Oui, vous voulez réagir? Claire, vas-y. Et puis Jérémy, j'en profite pour rebondir parce que tu parlais du resto et du fait que tu avais les plats, les contenants consignés. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment ça fonctionne? Parce que sincèrement, les restaurants sont... les commerçants en général ont du mal avec le principe de la consigne. Ils ont très peur. Ça a l'air compliqué pour eux. Donc, ton retour d'expérience serait chouette, même si je sais qu'il est relativement frais. Oui, voilà, il est relativement frais et on a la chance de commencer petit, sans pression. Donc, justement, on espère pouvoir faire tache d'huile avec ça. Tout simplement, voilà, ce sont des pots en verre type plat en Pyrex, on va dire, avec un couvercle. On a une machine professionnelle pour les rendre propres, bien sûr. Donc, on fournit les plats avec une consigne qui est chiffrée, qui est de la valeur du pot, parce que les pots sont quand même plutôt jolis. Donc, on n'a pas envie non plus que ça termine chez les gens et qu'il n'y ait pas justement cette démarche de rapporter les plats. C'est vraiment très, très important. Donc, les portions sont servies dans des plats fermés hermétiquement et le client le rapporte. On le demande de le rapporter rincé. Il repart au lavage aussi, chez nous. Mais c'est un cercle vertueux pour le plat. C'est encore une toute petite échelle. On est peut-être à une quinzaine de plats par jour. Mais on espère que ça va faire tache d'huile, quoi. Tiens, on a Franck de Nice qui nous dit sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP que lui souhaite se mettre au zéro déchet. Quelle serait la première étape si on devait s'y mettre? Sébastien? Acheter les livres de Jérémy Pichon? Non, je rigole, mais... Non, mais ça fait partie, en fait... on va demander à Jérémy aussi. Hein. Ça a aidé pas mal de clients, justement, à se lancer dans le zéro déchet, ce livre-là. Ou simplement discuter avec des gens qui l'ont lu. Quelqu'un qui ne fait pas de zéro déchet aujourd'hui, c'est quoi la première étape pour s'y mettre? Identifier ce qu'il est prêt à faire, tout simplement. La première étape. Une idée? Quelqu'un pour convaincre quelqu'un là qui fait pas du tout de zéro déchet? Il faut trier. Au moins chez soi, séparer les emballages pour s'apercevoir de leur masse et de leur importance par rapport aux biodéchets, aux déchets organiques. Mais déjà, oui, allez-y, tout le monde a des idées là. Plus prendre vraiment le truc le plus simple qui s'est fait uniquement pendant le Covid, qui a commencé vraiment à se développer, c'est acheter avec ces cabas en tissu et plus prendre de sacs plastiques dans les grands commerces. Déjà, Jérémy, une idée, quelqu'un qui veut s'y mettre là, au zéro déchet? En fait, le zéro déchet, c'est comme l'écologie en général et le changement de comportement. Il y a deux phases. Il y a une phase de prise de conscience.
C'est-à-dire que j'ai conscience que, alors il y a plusieurs entrées dans le zéro déchet, c'est intéressant, mais ça peut être une conscience environnementale, je pollue, ça peut être la santé. Souvent, moi, dans le zéro déchet, le cœur de cible, c'est 25-35 ans, 80% c'est des femmes. Et la plupart me disent, j'ai pris conscience et je m'y suis mis quand j'ai eu mon premier enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais lui mettre sur les fesses? Qu'est-ce que je vais lui donner à manger? Et quel monde je lui laisse? Donc, il y a aussi cette idée de la transmission aux générations futures comme prise de conscience. Il y a le côté économique aussi, l'économie locale, les terroirs par rapport à cette grande distribution qui fait venir tout ça de loin. Enfin bref, tout le monde a une prise de conscience. Et ça, c'est la première étape. Souvent, c'est un déclencheur. Ça peut être une conférence, une rencontre, un bouquin, un copain qui t'en parle. C'est souvent une copine qui a parlé à la copine et qui s'y est mise. Donc là, on prend conscience. Et puis après, la deuxième étape, c'est de passer à l'acte. Et passer à l'acte, ça peut prendre du temps. On a chacun un chemin de vie. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont pris conscience de l'urgence climatique. Parce que ça fait 20 ans qu'on bosse, et notamment les ONG, pour faire prendre conscience à tout le monde. Je crois que maintenant, je sais plus qui disait ça, il y a Mathilde Bertrand qui disait il y a plus de climato-sceptiques. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, je crois qu'on a tous conscience de l'urgence du truc. Par contre, il faut qu'on passe à l'acte. Et là, ça pêche. Certains s'y mettent, d'autres pas. Et on a peut-être aujourd'hui 5-10% de la population qui va vers le si on veut motiver des gens ce soir qui veulent y passer. Ouais, alors moi je pense que je reviendrai à ce que tout le monde va pas être aussi j'allais dire au top visuel, en fait. au bout du bout comme Jérémy. On force pas les gens à s'y mettre, on n'essaie pas de les convaincre. C'est-à-dire qu'il y a une règle en écologie, et moi je le raconte souvent, c'est de dire on donne pas un conseil à quelqu'un qui l'a pas demandé. Mais ça, c'est une règle de vie et de relations humaines. Moi, si j'étais à ta place, moi, à ta place, je ferais ça. Mais oui, mais c'est pas à ma place. Et on n'aime pas qu'on nous donne un conseil si on n'a pas demandé. Par contre, la personne qui a pris conscience et qui a envie de savoir, elle va demander. À ce moment-là, oui, on l'accompagne, etc. Et malheureusement, le nombre de gens qui font le zéro déchet en pleine conscience, si on arrive à 10-15% de la population, je serais ultra heureux. Et c'est-à-dire que 80% de la population, il va falloir les accompagner. Et c'est là où la politique joue son rôle. C'est là où l'action collective doit mener le collectif et les citoyens vers le changement. Donc, il faut qu'on ait des élus qui soient en capacité de dire, OK, on met en place le zéro déchet, on fait du circuit court, on fait une transition alimentaire, on encourage le maraîchage, on préempte des terrains, on va faire de la formation dans l'éco-construction, etc., etc. Et cette transition écologique, le zéro déchet, là, maintenant, il faut qu'on passe au niveau collectif. On ne peut pas seulement compter sur les personnes vont le faire tout seul. Ça ne marchera pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me lance en politique. Je fais la petite annonce, même, puisque je suis sur la liste des régionales pour Europe Écologie Les Verts pour la région Nouvelle-Aquitaine. C'est tout nouveau pour moi. Mais c'est cette idée-là, c'est de dire qu'il faut qu'on passe à l'échelle maintenant. On a prouvé que ça marchait, le vrac, ça marche, les circuits courts, ça marche. Donc voilà. Donc j'espère qu'on va être élu et qu'on va pouvoir faire ça sur notre région pendant 6 ans. Claire, tu voulais compléter? Je vais essayer de faire ça brièvement. Vas-y. Je pense que ce qu'a dit Jérémy au tout début, c'est d'ouvrir sa poubelle en fait. Le mieux, c'est d'ouvrir sa poubelle et de regarder ce qu'il y a dedans. Ouais. Parce que c'est là où on peut faire un constat. Tiens, est-ce que ça, j'aurais pu l'éviter ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que je peux éviter ce déchet? Est-ce que je peux faire autrement? Et c'est déjà un très très bon début de regarder sa poubelle tout simplement. Mais justement, Sébastien, lors de la préparation de l'émission, tu nous confies avoir une poubelle de 20 litres par semaine pour une famille de 5 personnes. C'est énorme. Comment tu fais? C'est quelque chose qu'on peut... C'est déjà bien, tout le monde n'est pas au niveau de Jérémy. C'est quelque chose qu'on peut atteindre, mais justement, il faut y aller progressivement, vraiment très très progressivement. C'est pas quelque chose qui se fait en 3 jours. Je prends toujours l'exemple de quelques clients où quand j'ai ouvert le magasin, tout le monde se disait chouette, il y a un magasin zéro déchet, on y va, on s'y met à fond. 3 semaines après, je les avais plus. Je les avais perdus parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Non, vraiment, il faut que chaque membre de la famille identifie ce qu'il peut faire, ce qu'il a envie de faire, et chaque fois rajouter une pierre et se mettre des petits objectifs de temps en temps. Il faut pas que ce soit radical, c'est tout simplement ça. La crise sanitaire a quand même pas cassé un peu cet élan? Un peu. Honnêtement, vraiment, pour parler très clairement, oui, ça l'a cassé, mais ça revient vite, déjà. Ça revient vite. On est passé, avec cette crise sanitaire, malheureusement, et moi qui ai habité en pleine ville jusqu'il n'y a pas très très longtemps, on était sur du tout Uber Eats, sur du tout... Ah oui, mais on était là-dessus, sur toutes les applis. Donc il y avait du déchet de partout, et même des gens qui commençaient à à être très concernés par ça, on laissait tomber. Moi-même, j'avais pas mal de clients qui venaient avec leurs bocaux, avec leurs sacs en tissu, etc.
Et je me suis mis à devoir les livrer dans des contenants uniques. C'était un crève-cœur. Odile Oui, moi je vais prendre l'exemple chez moi. Moi j'ai eu un père écolo, hein, donc ça fait 55 ans que je suis dedans. Chez moi, j'ai essayé de sensibiliser tout le monde. Il faut pas être dans la répression. Il faut surtout pas dire dans le jugement, c'est pas bien. Mais petit à petit, et je suis surprise aujourd'hui où je fabrique des éponges, je fabrique les cotons avec des éponges en bambou. Et j'ai ma petite belle-fille qui, l'autre fois, me dit « Ouais, mais tu comprends, il faut le laver, etc. » Je t'en fais une quinzaine, je t'en fais une vingtaine, on met à la machine, et le problème est réglé. Et elle s'y est mise. J'ai mis 3-4 ans à la sensibiliser, mais on y arrive. Donc, oui. On avait une question justement c'était Rudy qui nous demandait comment on fabrique une éponge. Vu que t'en parlais, Odile, je la pose de suite. C'est tout simple. Il suffit de reprendre des vieilles serviettes qu'on a éponges. On fait des petits carrés, des rectangles, le format qu'on veut. Et puis, moi, j'ai acheté de la toile de jute parce que pour le côté gratte-gratte. Et je me suis fait un côté éponge et un côté gratte-gratte. Et on fait une épaisseur de 3-4 morceaux d'éponge. Et puis on coud tout ça, tout simplement. Mais alors c'est une simplicité. Et pour les cotons, pour remplacer les cotons, on fait exactement la même chose, à part qu'on enlève 3 épaisseurs. Et le côté gratte-gratte. Et on enlève le côté gratte-gratte. Je veux juste ajouter un autre détail qui est une expérience vécue d'une des fondatrices de l'association, Laetitia. Laetitia, elle a eu un gros réveil de conscience le jour où sa fille est rentrée. Donc, elle était au CP à l'époque. Sa fille est rentrée à la maison, elle avait un emballage dans la main. Elle dit « Maman, je jette ça où ?» Et sa maman lui dit « Là, sous l'évier. » Elle dit « Non, maman, ça se jette pas là. » Comment ça se jette pas là? Elle s'est sentie très mal à l'aise. Donc, depuis ce jour-là, elle a commencé à prendre conscience qu'il y avait peut-être des choses qu'il fallait qu'elle fasse évoluer dans sa vie, à tel point que elle s'est beaucoup informée, surinformée, de là au point d'être assez inquiète du futur. Sauf qu'elle s'est engagée dans la démarche zéro déchet en voulant tout acheter. Elle a tout ce qu'il faut. J'ai pris tous les accessoires zéro déchet qui pouvaient exister. Sauf qu'en fait, c'est pas la bonne démarche. Elle a voulu aller vite, trop vite, et elle a dépensé beaucoup d'argent. Et la démarche zéro déchet, c'est tout le contraire. On y va petit à petit, on se dit, je suis prêt à faire ça, je le fais. Je trouve un moyen pour réduire mon impact en changeant mes habitudes. Très bien, on se retrouve dans quelques secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On a une question de Émilie qui nous dit: est-ce que le zéro déchet dont on parle de plus en plus depuis un peu de temps, c'est un phénomène de mode ou pas, Jérémy ? Jérémy, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, effectivement. Ouais, c'est plus qu'un effet de mode, c'est une lame de fond, c'est une vraie lame de fond. Ouais. Et puis surtout, c'est le premier acte de sa transition écologique, puisque quand on fait du zéro déchet, on s'attaque au déchet qui est le symptôme de notre surconsommation en essayant de réduire à la source. Et on va changer ses habitudes à la fois alimentaires, puisqu'on va changer sa façon d'acheter ses produits, et puis sa consommation de biens, d'équipements et de produits. Oui, on va y venir. Applique les 4 R, voilà. Et donc, c'est une transition écologique. Et souvent, moi, je vois des gens qui commencent par zéro déchet et puis après travaillent sur la construction de la maison ou sur leur déplacement. Donc, c'est une transition écologique, le zéro déchet. C'est une très, très bonne entrée, d'ailleurs. Très bien, effectivement. Vous en pensez quoi en plateau ? La même chose, je suppose ? Ouais. Oui, alors. Pour vous, oui, Xavier. On n'a pas tout à fait défini le concept d'économie circulaire tout à l'heure. Donc, oui. L'économie circulaire, c'est la transformation des déchets des uns en ressources pour d'autres. Ça peut aussi s'opérer au niveau de soi-même. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on peut être aussi très bon gaspilleur et très bon recycleur. C'est-à-dire que si on a des solutions de recyclage, surtout au niveau professionnel, qui sont créatrices d'emplois, génératrices de revenus, en fait, on peut, au niveau d'un territoire, d'un pays, être beaucoup moins incité à réduire les volumes qui emplissent nos poubelles. En France, on a décidé, à la différence d'autres pays, d'agir à la fois sur la réduction du gaspillage et de ce qui est envoyé dans les poubelles, et d'agir sur les solutions de recyclage et d'économie circulaire. Pour autant, l'économie circulaire, si elle fonctionne bien,
c'est pas la seule solution. On n'a pas prononcé le mot, mais il a parcouru tous nos échanges. C'est celui de sobriété. La sobriété, ça veut dire effectivement être conscient quotidiennement et de manière progressive qu'on peut changer ses modes de consommation, de production, de distribution pour consommer de manière plus juste, plus équilibrée. Le zéro déchet, il est aussi intimement lié au circuit de proximité. C'est pas le seul zéro déchet aussi, au niveau collectif ou au niveau personnel qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont considérablement liées aux flux commerciaux internationaux. Mais justement, il y a des déchets que nous voyons directement et ceux qui sont induits par la production. Prenons par exemple, on achète une brosse à dents, ça pèse quoi, 20 grammes? Et pourtant, sa fabrication génère 1,5 kg de déchets. C'est pareil avec les téléphones portables ou tout ce qu'on achète. Enfin, ce que nous voyons chez nous, voilà, sur ça, c'est la partie seulement superficielle de l'iceberg, ce qu'on jette dans nos poubelles, etc. Mais comment on peut faire pour limiter au mieux tous ces déchets induits? Claire, par exemple, je peux intervenir. Effectivement, il faut avoir conscience d'une chose. Là, on parle vraiment du déchet qu'on a pu toucher. Et en fait, on est l'acteur. On va... Oui, la brosse à dents qu'on va jeter à la poubelle, brosse à dents plastique, elle fait 20 grammes de déchets. On va dire que c'est notre déchet, mais en fait, on a des déchets qu'on ne voit pas. Parce que la fabrication, alors moi, personnellement, je viens du secteur de la fabrication. J'ai passé 15 ans dans le milieu de la production, la fabrication de produits fabriqués en Chine et dans le secteur de la qualité. Et c'est justement cette expérience professionnelle qui m'a amené à rentrer dans une démarche zéro déchet, bien qu'à l'époque, je ne l'avais pas définie comme une démarche zéro déchet. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais le secteur de la fabrication, ça génère énormément de déchets. Et un très bel exemple, c'est une bague en or. Parce qu'une bague en or, ça pèse 5 grammes. Et en fait, on génère 2 tonnes de déchets. 2 tonnes. Parce qu'il y a l'extraction. Un téléphone portable, ça, c'est un chiffre un peu... amélioré parce qu'en fait, je pense qu'il y a l'extraction des ressources qui n'est pas vraiment prise en compte sur ce chiffre-là, mais c'est un chiffre qu'on trouve régulièrement. Ça pèse 200 grammes et en fait, on a généré pour fabriquer ce même téléphone portable 75 kilos de déchets. C'est juste pour sa fabrication. Ouais. Voilà. On l'a pas encore jeté, on l'a même pas acheté. Comment on peut agir là-dessus? Parce qu'on est quand même au 21e siècle, on peut pas se passer de tout ça. Voilà. Oui. On sait par exemple que le téléphone portable aujourd'hui, en moyenne, un Français le change tous les 2 ans. Moi, le mien, je l'ai depuis. Ça fait 6 ans que je l'ai. Il est toujours là. Il fonctionne toujours très bien. Déjà réduire peut-être ces fréquences de changement d'objet. Exactement. On peut déjà réduire. Est-ce que mon téléphone fonctionne toujours? Est-ce que je peux le réparer? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un téléphone avec beaucoup plus de mémoire où je vais stocker beaucoup plus de photos et de vidéos qui finalement, elles aussi, ont un impact environnemental? Voilà, il faut se poser toutes ces questions-là. Pourquoi j'ai besoin de mon téléphone? Comment je m'en sers? Et est-ce que je peux faire avec un téléphone plus simple? Il y a aussi des Fairphones qui ont été conçus pour pouvoir justement être réparés facilement dans la durée. Et ça, on rejoint un peu le concept de l'économie circulaire qui se développe en Europe avec des projets au niveau européen qui sont assez importants. Où le but est d'éco-concevoir des produits. Donc éco-concevoir, ça veut dire que dès la création du produit, on sait déjà ce qu'on va faire des déchets générés à la fin de vie du produit. Donc c'est à ses débuts, mais bon, l'exemple du Fairphone est un exemple qui va dans ce sens. Et on n'est pas exemple non plus de contradiction, c'est-à-dire que certains de ceux qui marchent pour le climat depuis longtemps sont aussi parfois ceux qui sont happés par la surconsommation de téléphones portables. C'est ce que disait Cyril Dion. Jérémy, un avis avant qu'après on parle effectivement de tes livres dessus? Oui, non, je disais, je vous appelle avec un Fairphone. Donc, ok. Et il y a un concept dans le Fairphone aussi alors effectivement, il y a la durabilité, c'est-à-dire que moi, ça fait 4 ans que je l'ai réparé 2 fois, plutôt que de le jeter et d'en prendre un nouveau. Donc là, j'ai pu économiser effectivement l'énergie, les déchets, l'eau, les ressources qu'il faudrait pour en fabriquer un nouveau. Donc la durabilité, c'est le premier critère. C'est-à-dire que si votre produit dure 20 ans, vous ne l'avez pas remplacé 3, 4 ou 5 fois, donc vous avez économisé autant d'eau, de ressources, d'énergie que la fabrication nécessite. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi le concept de fonctionnalité. C'est-à-dire que le Fairphone, moi, je le loue. On a une question d'un auditeur qui ne sait pas ce que c'est. Si vous pouvez expliquer. Quoi donc? Le Fairphone, c'est un téléphone qui n'est pas jetable puisque tout se répare. C'est une marque en fait. Ah oui, ça existe ça. C'est une boîte qui est en Hollande et qui fait des téléphones. J'allais dire Belgique. Aussi,
qui fait des ordinateurs durables qu'on peut réparer, etc. Donc, plutôt que de jeter l'ensemble, on va prendre la pièce et la remplacer. C'est ce que j'ai fait sur mon téléphone. Et je disais, donc je le loue 28 € par mois, ce qui me revient à 600 € en 2 ans, ce qui est le prix d'un smartphone remplacé tous les 2 ans, puisque c'est effectivement à peu près la moyenne. Et donc, c'est la fonctionnalité. C'est un peu comme quand vous allez à la bibliothèque, vous louez votre livre et vous le ramenez. Il va servir à plus de personnes. Et ça fait partie du deuxième R des 4 R, qui est le réemploi. Et le réemploi, c'est une grosse solution justement pour éviter d'acheter toujours du neuf et d'aller vers les circuits d'occasion et donc d'économiser un maximum de ressources. Et c'est le premier critère avant, évidemment, l'éco-conception ou le recyclage. À chaque fois, on nous présente le recyclage comme le parangon de la croissance verte qui va évidemment tous nous sauver. Recycler du verre, recycler un téléphone, d'ailleurs on ne le fait pas, mais recycler du verre, par exemple, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de transport, beaucoup d'eau. Donc évidemment qu'il faut consigner et qu'il faut réutiliser. Mais c'est valable pour tous les objets. Et l'économie de la fonctionnalité, on pourrait le faire avec plein de choses. Moi, je prends l'exemple du bricolage. À quoi ça sert d'avoir une perceuse à la maison? Pourquoi on n'irait pas à la bricothèque, louer sa perceuse les 2 jours qu'on va bricoler le week-end et on la ramène. Et cette perceuse, comme les bouquins dans la librairie, il va servir à plein de personnes dans la bibliothèque. Donc cette économie de la fonctionnalité, elle est finalement plus importante que l'économie circulaire parce qu'elle va permettre de générer énormément d'économies en amont. Voilà. C'est plus important que l'économie circulaire finalement. C'est complémentaire. Oui, Xavier. En région sud, il y a un plan régional de prévention et de gestion des déchets. C'était un des premiers qui a été voté dans toutes les régions de France. Il est très ambitieux puisqu'il fixe des objectifs de réduction de 30 à 50% du gaspillage alimentaire selon les secteurs. Il y a 450 000 tonnes de biodéchets qui sont produits sur la région, avec aussi des facteurs d'augmentation qui sont liés au tourisme extrêmement importants. On a un plan climat 2 qui est extrêmement ambitieux aussi dans la région, et une région qui est aussi phare en Europe, puisque elle est chef de file en Europe d'un programme de réduction des déchets et d'innovation des déchets alimentaires qui s'appelle Life Smart Waste. Donc on est dans une région, puisqu'on vous parle d'ici à toute la France, qui est extrêmement dynamique sur ces sujets, malgré parfois l'image qu'elle en a. J'espère qu'on est en train de vous le démontrer tous en étant présents ici grâce à Faut qu'on en parle. Et puis il y a aussi, on a un peu parlé, mais il y a la restauration collective qui est très productrice de gaspillage des déchets alimentaires. C'est parfois de 30 à 70% selon le diagnostic de gaspillage alimentaire selon les établissements. Donc c'est aussi des enjeux qui nous concernent tous, puisque la restauration collective, c'est nous. C'est nous qui en restaurant privé, en restaurant scolaire, en restaurant de santé, qui participons à ce gaspillage alimentaire. Il y a une association nationale de la formation hospitalière dont le siège est à Marseille, qui a lancé un énorme programme de réduction du gaspillage alimentaire et de ce qui est indissociable aussi aujourd'hui, on en a parlé, tous les emballages, les contenants et les plastiques à usage unique. C'est clair. Une question assez insolite. Oui, on a Rémi qui nous dit: peut-on cuire ces légumes au lave-vaisselle? Alors là, c'est énorme. Ça fait rire Jérémy, ça fait rire tout le monde en plateau. Ouais, il y a une tendance visiblement des gens qui cuisent leurs légumes au lave-vaisselle. C'est ça, oui. C'est une démarche bizarre. Alors, je sais pas si au niveau alimentaire, hygiène, c'est ça, adapté. Moi qui viens du secteur de la qualité, je suis très prudente avec ces recettes. Pour les 2 dernières minutes avant de faire un tour de table, on parle rapidement des livres, Jérémy, puisque tu écris The Guide, Les enfants zéro déchet. Est-ce que tu peux donner un petit peu le ton de ces livres et puis juste en quelques mots, ce qu'il y a dedans pour donner envie peut-être de découvrir tout ça aux auditeurs? Famille zéro déchet, c'est le premier qu'on a sorti en 2016. Et il est issu de nos 3 années pour passer d'une poubelle par semaine à un bocal, c'est-à-dire qu'on s'est posé toutes les questions et qu'à l'époque on n'avait pas de guide. Donc l'éditeur nous dit mais il faudrait faire un guide pratique pour que les gens puissent s'y mettre. Donc il est hyper pratique, il y a plein de recettes dedans. Et puis comme on a un petit peu d'humour, même si des fois il est douteux, on l'a fait avec beaucoup d'humour, d'envie, et il se lit très bien, il est facile, il n'est pas moralisateur parce qu'on a horreur de ça. On a horreur qu'on vienne nous Et faire t'as fait un livre pour les enfants? Et il y a les enfants zéro déchet aussi qui s'attachent au quotidien des enfants et comment eux peuvent réduire à leur niveau. Donc il y a 13 actions pour devenir un super-héros du zéro déchet. Et dans les 13 actions, c'est autour de leur goûter, leurs vêtements, leurs anniversaires, leur fourniture scolaire, etc. Et voilà, c'est sous forme de jeu aussi, ça marche très bien. C'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup, Jérémy. Voilà. Merci d'avoir participé. Au plaisir, peut-être sur une autre. On va faire un petit tour de table. Plaisir. Merci Jérémy, bye bye. Nous recevions donc... On avait Clément Caro qui est porte-parole de Phoenix, l'application pour sauver les invendus. Merci Clément. Merci à vous.
On avait aussi Xavier Corval, fondateur de Ecosphère. Il y a le Congrès mondial de la nature à Marseille du 3 au 11 septembre. Ecosphère avec d'autres gère un village qui s'appelle Waste Weekend de solutions et de démonstrations de solutions. Venez nous rejoindre et contactez-nous sur eqosphere.com. Super. Odile Miribel, qui est co-organisatrice du salon Anti-Gaspi, merci. Eh ben, je vous attends le 7, 8, 9 octobre pour trouver toutes les solutions anti-gaspi, économie circulaire, lutte contre le gaspillage, zéro déchet, zéro plastique. Claire Piccino, présidente de Planète Zéro Déchet Marseille, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à Luc et Mylène de votre invitation et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des petites questions et vous voulez avancer dans votre démarche. Sébastien Bouillet, qui est créateur du premier magasin 100% vrac dans le Var, merci. Mais merci de votre écoute et puis n'hésitez pas à pousser la porte d'un magasin vrac près de chez vous. C'est un premier pied à l'étrier. C'est clair, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a donné beaucoup de conseils. Voilà, c'était bien. C'était génial. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres enquêtes. Allez, à ciao. À bientôt. Bye bye.